Ok la commu, juste 2 minutes avant de vous laisser avec la vidéo. Comme vous l'avez probablement vu, cette vidéo est déjà sortie il y a quelques jours, mais elle a été strikée par YouTube pour une raison qui est vraiment absurde. Ça fait vraiment chier parce que c'était une vidéo que vous appréciez vraiment, et du coup on a procédé aux modifications nécessaires et on la réupload juste maintenant. Maintenant que c'est dit et que normalement tout est clean pour Monsieur YouTube, on vous laisse avec l'intro originale de la vidéo. On vous connaît la commu, vous appréciez les vidéos bien longues. Alors ce soir avec Kratos, on vous a préparé une compilation d'histoires déjà racontées sur la chaîne qui vont, vous allez voir, être de plus en plus flippantes. Alors préparez-vous, installez-vous bien confortablement, on sait que beaucoup d'entre vous nous écoutent en s'endormant, si c'est le cas n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous pouvez aussi poser votre meilleur like et vous abonner, et nous on est parti pour cette première histoire. Ok, avant de vous raconter ce récit, si vous appréciez notre travail et que vous voulez nous aider, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça prend littéralement le temps de 2 clics en bas de la vidéo, c'est gratuit et ça nous aide grandement, merci beaucoup. Cette histoire se déroule dans une petite ville tranquille en France. Maria, âgée de 13 ans, est une jeune passionnée de lecture. Chaque samedi, c'est un rituel pour elle. Elle quitte le bus avec son sac à dos rempli de livres et se dirige vers la bibliothèque. Son visage s'illumine dès qu'elle entre dans cet havre de savoir, prête à passer des heures plongée dans des mondes imaginaires de romans. Et une fois son après-midi poussée à lire, elle repart à nouveau avec son sac plein d'emprunts, vraiment c'est son kiff. Et un jour d'hiver, alors qu'elle traverse un passage piéton pour se rendre à la bibliothèque, comme à son habitude, une voiture s'arrête pour la laisser passer. Maria, reconnaissante, remercie abondamment le conducteur, mais ce dernier ne réagit pas. Sans comprendre pourquoi, sachant qu'elle a bien insisté, elle continue son chemin. Mais peu de temps après, une voix masculine se fait entendre depuis une voiture qui passe à côté d'elle. Et la personne en question est carrément en train de gueuler en lui demandant si ça va. Ignorant l'appel et se mettant à stresser, elle garde le cap. Cependant, la situation prend une tournure inquiétante lorsque la même voiture tourne brusquement au coin de la rue, feu de recul allumé. Maria se rend alors compte pour de bon que quelque chose cloche. Bon, malgré son malaise, elle continue à marcher, mais le conducteur l'interpelle à nouveau. Il lui dit clairement et froidement « Je t'ai posé une question ». Son visage peu expressif le rend très effrayant, et ses yeux la fixent intensément. L'homme, qui visiblement est plus âgé, tente d'engager une conversation avec Maria, qui répond de manière évasive, consciente de la situation inconfortable dans laquelle elle se trouve. Son cœur bat la chamade et elle sent une boule se former dans sa gorge. Au fur et à mesure de la discussion, il insiste pour qu'elle se rapproche de lui, mais elle refuse catégoriquement. Finalement, et sous le poids de la pression, elle cède et avance timidement, se positionnant à égale distance entre la voiture et sa position précédente. Son seul but est en fait de se rapprocher assez pour qu'il arrête d'insister, tout en restant assez loin pour pouvoir fuir en cas d'attaque. En plus de ça, elle le voit, il n'y a personne d'autre dans la rue. Et malgré ses supplications, Maria refuse obstinément de monter dans la voiture. Elle commence à prétexter des excuses pour justifier son départ imminent, en disant qu'on l'attendait et qu'elle devait rentrer, mais l'homme, bien forceur, persiste à vouloir prolonger leur échange et il se montre de plus en plus menaçant. Maria, consciente de son jeune âge et de la dangerosité de la situation, commence à faire plein de calculs dans sa tête. La bibliothèque n'est qu'à 100 mètres et sa maison ainsi que le prochain arrêt de bus sont maintenant beaucoup trop loin. Au bout d'un moment, l'homme perd patience et intime à Maria de monter immédiatement dans sa voiture. Devant son ultime refus, il lui demande son numéro de téléphone, ce à quoi elle répond qu'elle est trop jeune pour en avoir. Et juste après ça, et avec une grosse boule dans la gorge, elle part très rapidement tout en espérant ne pas être suivie. Elle arrive finalement à la bibliothèque, mais cette fois-ci, son esprit est troublé par ce qui vient de se passer. Elle se sent vulnérable et secouée, incapable de se concentrer sur les pages des livres qu'elle feuillette, et on la comprend, surtout qu'elle est vraiment jeune. Bref, la journée passe et le soir venu, alors qu'elle attend à l'arrêt de bus, un sentiment de honte l'envahit. On est d'accord, elle n'a rien fait et c'est complètement irrationnel, mais elle regrette d'avoir continué la conversation et de l'avoir laissé s'éterniser. Cependant, plutôt que d'appeler sa mère, elle se tourne vers une vieille amie à elle, à qui elle n'avait pas parlé depuis longtemps. Parce que oui, elle avait menti au mec chelou. Elle avait bel et bien un téléphone. Maria se dit que c'est l'occasion de l'appeler en rentrant, de renouer contact, tout en racontant son histoire à une connaissance trop vite oubliée. Mais alors qu'elle raconte d'une voix tremblante son récit à son amie, une voix familière la tire de ses pensées. Elle lève les yeux et voit l'homme en question, toujours dans sa voiture, qui passe devant elle. « Je savais que t'avais un téléphone !» Il lance cette phrase d'un ton neutre et en la fixant toujours dans les yeux,
et ne prend même pas la peine de s'arrêter. Maria comprend la situation et elle est transie de peur. L'homme l'avait donc attendue pendant près de 5 heures. Elle regarde la voiture s'éloigner dans la nuit tout en se demandant ce dont il était vraiment capable et s'il allait la suivre jusque chez elle. Finalement, elle n'aura jamais la réponse à ces questions. Elle mettra même 5 ans à parler de cette histoire à sa propre mère. En repensant à cet épisode, Maria réalise qu'elle a mis du temps à accepter qu'elle n'était pas du tout responsable de ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, même si elle en rit presque, elle se demande encore si l'homme est toujours en liberté et s'il a fait des victimes. Nous sommes en mars 2024, alors qu'Isabelle s'apprête à vivre une expérience qui la traumatisera toute sa vie. Le contexte est pourtant plutôt banal. Jeune adolescente, elle vit avec son beau-père, sa mère et sa petite sœur. Et son quotidien est exactement celui qu'on pourrait imaginer. Mais justement, ce dernier se retrouve légèrement perturbé alors qu'un beau jour, ses parents lui annoncent qu'ils vont passer non pas 1, ni 2, ni 3, mais bien 4 jours chez la famille de son beau-père. Et à cause de soucis d'emploi du temps et de raisons pratiques, Isabelle et sa petite sœur ne sont pas invitées. Vous l'aurez donc compris, la jeune adolescente va devoir passer les 4 prochains jours, du mardi au jeudi inclus, seule avec sa petite sœur. C'est la première fois que ça arrive, mais en soi, elle n'a pas tant peur que ça, elle se fait plutôt confiance. Ce qu'elle ressent par contre, c'est plutôt une pression due au fait qu'elle est l'aînée et donc elle doit prendre soin de sa petite sœur. Et ah oui, petit détail à ajouter tout de même, les 2 filles ne seront pas totalement seules. Parce que mesdames, messieurs, sous ce toit vivent également 2 chiens. Bref, nous sommes mardi matin, Isabelle et sa sœur disent au revoir aux parents qui partent de bonne heure. Et au début de cette aventure, rien à signaler. Les 2 premières nuits se passent plutôt très bien même. Isabelle a toujours cette petite pression vis-à-vis de sa petite sœur, mais à part ça, tout roule comme sur des roulettes. Et pour couronner le tout, les 2 chiens qui sont avec elle la rassurent énormément. Ce sont des présences en plus qui les font se sentir en sécurité. Mais comme d'habitude, vous le savez bien, si on vous raconte cette histoire ce soir, c'est que quelque chose de terrifiant va arriver. Et pour savoir quoi, on va se rendre directement à la nuit du jeudi au vendredi. Ce soir-là, Isabelle n'arrive pas à dormir. Pire que ça même, elle est en proie à une insomnie tenace. Étant résignée au fait qu'elle n'arriverait pas à tomber dans les bras de Morphée, elle décide d'allumer la télé qui se trouve dans sa chambre. Il est maintenant 2h30 du matin et les 2 chiens décident de se poser tranquillement à côté d'elle. Mais malheureusement, alors que la jeune fille zappe les différentes chaînes pour trouver quoi regarder, elle remarque que ses chiens s'agitent. De plus en plus méfiants, ils se lèvent brutalement et se postent devant la porte menant au rez-de-chaussée. Bon, c'est étrange, mais Isabelle a l'habitude. Apparemment, il y a souvent des chats qui viennent traîner autour de la maison et donc il se peut que les chiens aient tout simplement entendu l'un d'entre eux. Et donc, pas de raison de s'inquiéter a priori, calmons-nous la commu. À moins que... Ben ouais, parce que les chiens ne se calment pas, ils grognent vraiment de plus en plus, et cette fois, ça devient vraiment inhabituel. Mais complètement dans le déni, Isabelle décide de les ignorer en leur trouvant une nouvelle excuse à chaque fois qu'ils recommencent. Cependant, vous l'imaginez bien, avec tout ce qu'il se passe, ça ne résout absolument pas l'insomnie de la jeune fille. Il est maintenant 4h du matin cette nuit, quand Isabelle est prise d'une soif astronomique. N'en pouvant clairement plus et n'ayant pas de bouteille d'eau de secours à côté de son lit, elle décide de se lever et de s'en rendre dans la salle de bain. Un peu dans le pâté quand même, elle marche en direction de la pièce alors que la maison est plongée dans un silence terrifiant. Enfin, pas totalement, parce que les chiens sont toujours là, à grogner, postés devant la porte. Complètement stressée, la jeune fille n'a qu'une seule hâte, celle de retrouver sa safe place, c'est-à-dire son lit. Et enfin, elle atteint la salle de bain, se penche vers le lavabo, mais c'est là qu'elle voit quelque chose. Pour que vous puissiez comprendre comment elle a pu voir ce qu'on va vous révéler dans un instant, il faut visualiser la salle de bain. Cette dernière se trouve à l'étage. Elle n'est pas très spacieuse, mais à l'intérieur se trouve une grande fenêtre qui donne sur le jardin. Et cette fenêtre en question se trouve juste à côté du lavabo. C'est donc en se penchant pour boire de l'eau qu'elle voit du coin de l'œil quelqu'un dans son jardin. Une ombre distincte qui, après un instant d'immobilité, se précipite d'un coup en courant dans un angle mort. Et cet endroit en question correspond en fait à une petite cabane située au fond du jardin. Cette fois, Isabelle est carrément terrifiée.
Alors que la situation lui paraît tellement affolante qu'elle se demande si ce qu'elle vient de voir est le fruit de son imagination ou non, elle entend ses chiens aboyer de toute leur force. Évidemment, ça confirme ses soupçons, il est 4h du matin et elle est maintenant sûre qu'il y a quelqu'un qui est dans son jardin. Ne sachant quoi faire et dans un geste impulsif, elle rejoint en courant sa chambre et se barricade à l'intérieur. C'est alors que les questions se mettent à fuser dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle doit faire en premier? Aller chercher sa sœur qui dort paisiblement dans sa chambre? Et si elle le fait, est-ce que cette dernière va se mettre à paniquer? Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes et faut-il allumer les lumières pour que ces derniers les voient? Et même avant tout ça, est-ce que les personnes qui rôdent sur sa propriété sont au courant qu'elle est à l'intérieur de la maison et sont là exprès pour ça? Alors qu'elle est en train de se poser toutes ces questions, un bruit fracassant retentit dans la maison. Ce son, c'est tout simplement celui de quelqu'un qui essaye d'ouvrir la porte d'entrée. Les secondes s'étirent alors qu'Isabelle est complètement pétrifiée. Et heureusement, son premier réflexe à ce moment-là est d'appeler sa mère. Elle attrape donc son téléphone et se met à prier pour que sa mère réponde, sauf que malheureusement, ça n'arrive pas. Sa mère ne décroche pas. Et ça ne fait qu'accentuer son angoisse, Isabelle se sent seule au monde, mais déterminée, elle décide de rappeler une deuxième fois, puis une troisième fois. Finalement, c'est au bout de la 4e que sa mère répond. En essayant de faire le moins de bruit possible, elle explique toute la situation à sa mère, qui elle-même, vous l'imaginez bien, se met également à paniquer. Pendant ce temps, elle entend des genres de bruits de crochets, comme si quelqu'un tentait de forcer la serrure. Dans un élan de protection, sa mère ordonne à Isabelle d'appeler la police pendant qu'elle s'occupe d'appeler les voisins pour qu'ils puissent également aider sa fille le temps que la police arrive. Isabelle raccroche donc et compose le numéro de la police. À ce moment-là, son niveau de stress est inimaginable. Surtout qu'il est amplifié par les chiens qui ne s'arrêtent pas de s'exciter et de grogner contre la porte. Encore au téléphone, Isabelle explique la situation au policier qui est au bout de la ligne et qui lui promet qu'une patrouille arrive au plus vite. Et heureusement, il respecte sa promesse. En quelques minutes seulement, la jeune fille entend des sirènes se précipiter vers la maison. De plus en plus près, Isabelle entend enfin la voiture s'arrêter devant chez elle. Tout doucement, elle décide donc d'ouvrir la porte qui mène au rez-de-chaussée et de descendre doucement. Encore complètement sur ses gardes, elle est d'un coup surprise par des coups tapés dans la porte. Sauf que cette fois, ils sont suivis par des bruits de voix venant des policiers. Rassurée, Isabelle leur ouvre et constate que la porte est dans un état pitoyable. Bien qu'il soit apparemment parti, ces traces sur la porte sont la preuve formelle que quelqu'un a bel et bien tenté de la forcer. Et malgré son soulagement de voir les renforts arriver, une anxiété persiste. Elle se sent complètement vulnérable et refuse catégoriquement d'être seule à nouveau. En plus de ça, lorsque ses parents rentrent enfin chez elle, elle apprend une nouvelle terrifiante. La baie vitrée se trouvant dans le salon n'était pas fermée. Si les ravisseurs avaient tenté de l'ouvrir, ils auraient réussi et seraient rentrés dans la maison sans aucune difficulté et surtout bien avant que la police n'arrive. Et cette seule idée suffit à complètement terrifier la jeune fille qui fait maintenant des cauchemars récurrents dans lesquels les individus reviennent. Mais malgré tout et malgré cette énorme frayeur, Isabelle est reconnaissante que sa sœur, plongée dans un sommeil profond, n'ait pas été consciente de cet incident. Imaginez vous retrouver avec vos camarades de classe dans une prison. Ceux qui d'habitude arrivent en retard à chaque cours ou alors qui sont toujours assis au premier rang sont devenus prisonniers, tandis que vous, élèves banals, vous retrouvez tout d'un coup gardien de prison. Vous avez la main mise sur eux et sur le fonctionnement de l'endroit. Pendant 2 semaines, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et les gérer comme vous le souhaitez. Alors, comment est-ce que vous réagissez ? Cette question, c'est celle que s'est posée le psychologue social Philippe Zimbardo en 1971. Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être cette expérience, elle a fait un bruit énorme dans la communauté scientifique, mais vous allez voir que tout ne s'est peut-être pas déroulé comme on l'entend souvent lorsqu'on en parle. Revenons un peu en arrière. Nous sommes en 1971 quand ce fameux psychologue décide de réaliser une expérience des plus originales. Enfermer 18 étudiants sélectionnés au préalable dans une prison et leur attribuer des rôles. Il y en a donc 2, les prisonniers et les gardiens. Ces rôles sont attribués de manière complètement aléatoire, afin que les élèves ne soient pas biaisés et que leur rôle n'ait pas été choisi en fonction de leur physique ou même de leur psychologie respective. On vous le disait, les élèves sont d'abord sélectionnés selon certains critères, leur stabilité mentale et leur maturité. L'expérience est donc à la base faite pour que tout se passe bien.
il n'y a a priori pas de personnes ayant des comportements, disons, instables. D'ailleurs, tout ce programme est assez ambitieux. On est d'accord, réunir tout ce bon monde et les payer, ça coûte cher. Mais des moyens, il en a. Cette expérience est en fait financée par l'US Navy et l'US Marine Corps pour identifier pourquoi il y a des tensions dans leurs systèmes carcéraux. Bon, on a donc les financements, on a le lieu qui est en fait le sous-sol du bâtiment de psychologie de l'université Stanford, on a les 18 candidats venus de tout le continent nord-américain, issus de milieux sociaux divers et variés, et payés 15 $ par jour. Commençons maintenant l'expérience. Avant de connaître les résultats de l'expérience, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous pensez que ça s'est déroulé. Et maintenant, commençons. Tout d'abord, les vêtements sont distribués. On donne aux gardiens une tenue aux couleurs militaires, une matraque en bois et des lunettes réfléchissantes pour éviter tout contact direct visuel entre eux et les prisonniers. Bien entendu, c'est dans l'espoir d'accentuer toute dépersonnification. Les prisonniers, eux, doivent porter une longue blouse, sans sous-vêtements, des tongs en caoutchouc pour les forcer à adopter des postures inhabituelles et à éprouver une sensation d'inconfort pour aggraver leur désorientation. À partir de maintenant, ils sont appelés par des numéros inscrits sur leur blouse. Ils doivent également porter un bas nylon sur le haut de la tête pour simuler un crâne rasé. Et en plus de tout ça, ils portent une chaîne aux chevilles pour leur imposer en permanence le sentiment de leur emprisonnement et de leur oppression. Vous pouvez créer chez les prisonniers un sentiment d'ennui. Vous pouvez créer une notion de peur par le fait que leur vie soit totalement contrôlée par vous, par le système. Ils n'auront aucune intimité. Nous allons faire disparaître leur individualité de différentes façons. Tout ça pour mener à un sentiment d'impuissance. Dans cette situation, nous aurons tout le pouvoir et ils n'en auront aucun. Mais avant de se retrouver là, on dit aux prisonniers de rentrer chez eux. On leur annonce qu'ils seront prévenus quand l'expérience commencera. Chacun leur tour, ils sont donc arrêtés dans la rue à un moment complètement random pour vol à main armée. L'expérience commence à ce moment-là. Tout ce qu'on va vous décrire maintenant provient des résultats communiqués par le professeur une fois l'expérience terminée. Après une journée relativement calme dans la prison, le deuxième jour part déjà en cacahuète. Une émeute se déclenche dans la prison. Les gardes, sans supervision, attaquent les prisonniers avec une violence inattendue et utilisent des extincteurs pour réprimer la révolte. Pour maintenir leur autorité, les gardes mettent en place des stratégies pour séparer les prisonniers et décident de les diviser en deux catégories, les bonnes et les mauvaises cellules. En gros, ils isolent les rebelles des autres. Plus le temps avance, plus les conditions de vie se détériorent rapidement. Le simple comptage des prisonniers devient un prétexte pour infliger des tourments physiques et mentaux aux prisonniers. Les punitions s'accumulent, les privations de nourriture se multiplient. La prison devient un endroit insalubre où même le droit d'utiliser les toilettes est un privilège incertain. Pendant le troisième jour, le professeur a quelques problèmes avec le lieu. Des histoires d'assurance, des problèmes avec les autorités, bref, il doit s'absenter pendant quelques heures. Et pendant ce temps, certains gardes, pensant agir à l'abri des caméras, deviennent encore plus cruels, témoignant d'une méchanceté inattendue, surtout la nuit. Mais en fait, ils ne sont pas les seuls à être à fond dans leur rôle. Les prisonniers aussi le prennent à cœur. Lorsqu'ils ont la possibilité de quitter l'expérience en renonçant à leur salaire, la plupart refusent et décident de rester. Et tout ça même si plus l'expérience avance, plus ils commencent à manifester des signes de détresse émotionnelle. Certains développent des troubles physiques en réaction au stress, tout le monde est à fleur de peau. Et face à cette détérioration, certains sont retirés de l'expérience, mais leur remplacement n'apaise pas du tout les tensions. Par exemple, un nouvel arrivant, le prisonnier 416, refuse de se plier aux abus des gardes et entame une grève de la faim. En représailles, il est placé en isolement et maltraité, tandis que les autres prisonniers sont mis au défi de choisir entre leur propre confort et celui du rebelle. On vous le rappelle quand même, à la base, c'est juste une expérience. Finalement, le professeur intervient pour restaurer un semblant de justice, mais les dommages sont déjà faits. L'expérience prend fin de manière abrupte lorsque Christina Maslach, une amie du psychologue, entre dans la prison et soulève des questions sur les conditions de vie presque inhumaines. Sa réaction met en lumière les défaillances morales de l'expérience et face à une telle remise en question, le professeur décide de mettre fin à l'expérience après seulement 6 jours, bien avant la fin prévue. Les résultats ont dépassé toutes les attentes. Tout a complètement dégénéré et ça semble prouver que chaque individu peut changer de comportement en fonction de la situation dans laquelle il se trouve et non de ses prédispositions. Mais alors, attention, parce que c'est là que de nombreuses révélations ont été faites. Des journalistes sont allés fouiller les archives de l'expérience rendue publique en 2011. Photos, vidéos de surveillance, témoignages des gardiens, des prisonniers, tout a été analysé. Et la conclusion de cette nouvelle enquête,
montrent que le psychologue chargé de l'expérience a caché de nombreuses choses. Il a par exemple toujours affirmé avoir laissé les élèves gérer de la manière qu'ils voulaient la prison. Or, les images de surveillance sembleraient montrer qu'il a en fait joué un rôle primordial tout le long de l'expérience. Et pour que celle-ci soit valable, il fallait bien entendu qu'elle ne soit pas influencée. Apparemment, juste avant le début, le professeur aurait rassemblé les gardiens en leur donnant des instructions, un emploi du temps précis. C'est aussi lui qui aurait donné des idées de punition aux gardiens, comme celle de mettre des épines dans leur couverture par exemple, alors qu'on vous le rappelle, lui a toujours affirmé que les gardiens ont eux-mêmes décidé de tout ça. La conclusion de cette contre-enquête montrerait donc que les gardiens jouaient en fait bel et bien un rôle et que leur comportement a directement été influencé par les organisateurs de l'expérience. Bon, franchement, à la limite, tant mieux, ça va dans le bon sens. Mais malgré tout, on ne saura jamais vraiment la limite entre ce qui a été initié par les élèves et ce qui leur a été soufflé. Tout ce qu'on sait, c'est que depuis, l'expérience n'a jamais été refaite. Est-ce par peur de voir les choses dégénérer à nouveau? Ou au contraire, est-ce que cela prouverait que le professeur chargé de l'expérience n'était en fait qu'un réalisateur ayant conduit ses acteurs comme il le voulait? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Maintenant, descendons un peu dans notre iceberg de l'horreur. Cette histoire se passe dans les souvenirs de notre protagoniste. Dans un petit quartier calme où les journées semblent toutes identiques, Karim et son père emménagent alors qu'il a environ 6 ans dans une nouvelle demeure. Et ça tombe très bien parce que leur maison se trouve à proximité de l'école à environ un demi-kilomètre, une distance qu'ils parcourent à pied chaque jour. Pour comprendre l'histoire qui suit, il est crucial de décrire la rue menant à l'école. Dans cette fameuse avenue, une haie borde la route, cachant une barrière grillagée où il y a un tout petit trou, invisible depuis l'extérieur. Mais ce trou en question est quand même suffisamment grand pour qu'un petit chien puisse le traverser. Et de l'autre côté de cette barrière s'étend un sentier de randonnée reliant 2 parcs voisins, un détail qui prendra toute son importance plus tard. Bref, chaque jour depuis des mois, Karim se rend à l'école vers 6h du matin et rentre chez lui vers 17h30. Étant donné qu'il rentre seul, il a à force pris l'habitude de reconnaître les parents qui viennent chercher leurs enfants à la sortie de l'école. Bref, en soi, tout est banal. Mais un jour en particulier, alors qu'il sort de l'école comme tous les jours, quelque chose d'inhabituel attire son attention. Un homme se tient à l'écart, observant intensément les parents et les enfants. Sans trop y réfléchir, mais trouvant cela étrange, Karim se hâte de rentrer chez lui. Après tout, on imagine que vous non plus, vous ne vous arrêtez pas au premier inconnu venu dans la rue. Mais ce qui est particulier avec lui, c'est qu'au fil des jours, Karim voit que l'homme est toujours là, devant l'école, à chaque sortie des élèves et qu'ils semblent tous les scruter avec attention. Bon, là, ça devient clairement bizarre, étant donné qu'aucun enfant ne rentre jamais avec lui et qu'il se tient toujours à l'écart. Et Karim n'a donc qu'une seule intention à son égard, c'est celle de l'éviter le plus possible. Il entame donc le plus rapidement possible son retour à la maison. Et pour ça, comme toujours, une petite marche d'environ 15 à 20 minutes s'impose qui est habituellement paisible. Mais ce jour-là, un sentiment d'observation pèse sur lui et il le ressent même malgré son jeune âge. À mi-chemin, sentant que le sentiment ne le quitte pas, il s'oblige à regarder derrière lui et voit l'homme. Ce dernier porte maintenant une veste, des gants et un pantalon noir. Il tient également quelque chose dans ses mains, mais dans l'obscurité croissante, Karim ne peut l'identifier. Là, il est clairement mort de peur, surtout que plus personne d'autre n'est présent. En plus, on est en plein hiver et il sait que bientôt la nuit noire va se dévoiler. Et donc, dans un ultime recours pour vérifier ses craintes, Karim bifurque soudainement à gauche, changeant de direction à plusieurs reprises jusqu'à carrément tourner en boucle. Et chaque fois, l'homme suit ses pas. C'est confirmé, il le poursuit bel et bien et il prépare son coup depuis longtemps. La terreur grandit en lui alors que l'inconnu se met à franchement presser le pas, se rapprochant dangereusement. Et face à cette menace imminente, Karim cherche désespérément une issue. Il en a plus pour longtemps et il le sait. Il ne peut pas se mettre à courir parce qu'à ce moment-là de sa vie, il n'a pas vraiment une bonne condition physique et son cardio est vraiment faible. Mais soudain, il se souvient alors du trou dans la barrière grillagée. Mais comme il fait presque nuit et qu'il est en pleine course, il est quand même très difficile de deviner sa position exacte sans éveiller les soupçons de l'homme. Mais heureusement, il parvient vite à le trouver
et Karim se lance dans la haie, ignorant les ronces et les épines qui le lacèrent. Le trou est bel et bien là, mais trop étroit pour son corps en léger surpoids. L'homme est maintenant en train de lui courir après. Karim sait qu'il n'a plus que quelques secondes. Et enfin, après un ultime effort, il parvient à se frayer un passage juste à temps. De l'autre côté de la barrière, en sécurité, Karim peut enfin distinguer l'objet dans les mains de son poursuivant. Il s'agit ni plus ni moins que d'un couteau de chasse. L'homme, frustré et prêt à tout, n'en a pas fini. Il s'engouffre à son tour dans le trou et tente de le suivre à travers la haie, mais heureusement, il est vite piégé par les ronces. Karim comprend donc que c'est sa dernière chance et il sprinte alors jusque chez lui, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Une fois en sécurité et étant certain que l'homme n'est plus à ses trousses, il raconte tout à son père qui appelle immédiatement la police. Mais malgré leur intervention, l'homme a complètement disparu, ne laissant derrière lui que le couteau de chasse abandonné dans sa fuite. Retrouvons-nous maintenant dans une maison qui va très vite délaisser sa tranquillité pour voir apparaître l'horreur. Et cette expérience plus que traumatisante, c'est Sandra qui va la vivre. Pourtant, à la base, cette maison, c'est vraiment son refuge. Elle s'y sent parfaitement bien, elle a une chambre à elle. Bon, celle-ci se trouve au sous-sol. Mais avant que vous n'imaginiez une pièce sombre, glauque et flippante, on vous connaît la commu, laissez-nous vous la décrire. En fait, c'est une pièce hyper agréable. Ses parents ont vraiment tout fait pour qu'il y fasse bon vivre. En soi, elle n'est pas vraiment très grande, mais ça ne dérange pas du tout Sandra. Avant que sa famille ne déménage dans cette maison, ses frères vivaient à deux dans une chambre encore plus petite que celle-ci. Elle trouve donc assez juste que, pour ce nouveau départ, ce soit elle qui ait la plus petite chambre. Mais à part ça, ses parents ont repeint la pièce avec des couleurs vives pour amener de la joie, il y a même un petit espace de jeu. Bref, vous l'aurez compris, Sandra s'y sent vraiment bien, c'est son sanctuaire. Rester dedans lui fait du bien, surtout qu'elle traverse une période assez compliquée. Elle ne nous explique pas vraiment le pourquoi du comment, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a énormément de mal à dormir. En plus de ça, il y a une petite fenêtre dans sa chambre qui donne sur le jardin. On vous le rappelle, comme elle est au sous-sol, cette fenêtre se trouve directement au niveau du sol, ce qui est parfait pour les 3 chats que possède la famille. Toutes les nuits quasiment, ils se précipitent sur cette petite fenêtre et grattent pour que Sandra leur ouvre et les fasse entrer. Tous ceux qui ont des chats, on est sûr que vous comprenez, big up à vous. Et comme les parents de Sandra savent qu'elle a de réels problèmes de sommeil, ils ont décidé de lui donner de la mélatonine, des pilules censées l'aider à dormir. Bref, maintenant que vous avez tout le contexte, passons à cette fameuse nuit où tout a dérapé. Nous sommes un soir de semaine alors que Sandra se prépare à s'endormir paisiblement. Cette nuit-là, elle est complètement crevée, mais elle sent qu'elle n'arrive pas à dormir. Elle décide donc de prendre son médicament qui, selon elle, marche vraiment hyper bien. Une fois la pilule prise, elle attend un peu et sent déjà qu'elle s'apprête à plonger dans les bras de Morphée. Sauf que pile poil à ce moment-là, elle est ramenée sur terre par un bruit. Ce son, elle a l'impression de le reconnaître, c'est celui de son chat qui gratte à la fenêtre pour qu'elle le laisse entrer. Sans se méfier une seconde, elle se lève, se dirige vers la fenêtre et ouvre le rideau. Complètement dans le flou parce qu'on vous le rappelle, elle vient de prendre son médicament, elle regarde à travers la fenêtre, mais pas de chat. Et même s'il n'y en a pas, Sandra entend quand même du bruit. Elle entend les cailloux bouger, c'est presque comme si quelqu'un se déplaçait, sauf que la jeune fille est complètement dans le brouillard. Elle n'envisage même pas une seconde que ça puisse être autre chose que son chat. Elle décide donc d'ouvrir la fenêtre et de crier son nom tout en sortant le bras et en tapotant le sol pour le faire venir. Après tout, selon elle, c'est ce que n'importe qui aurait fait, non? Malheureusement, c'était la pire des choses à faire à ce moment-là et Sandra va très vite s'en rendre compte. En une fraction de seconde, elle entend des bruits de pas se diriger frénétiquement vers elle. Et alors qu'elle n'a même pas le temps de réfléchir, elle sent la poigne ferme d'un homme lui attraper le bras pour la tirer vers l'extérieur. Sandra réalise enfin ce qui est en train de se passer. Bien entendu, le chat n'a en fait jamais été là. Elle est maintenant dans une des pires postures de sa vie, à moitié dans sa chambre et à moitié à l'extérieur tellement l'homme la tire fort. Bien évidemment, son premier réflexe est de crier le plus fort possible, mais personne ne l'entend. Après quelques secondes de lutte acharnée, Sandra tente d'attraper quelque chose avec sa seule main de libre, et heureusement elle trouve l'objet qui lui conviendra parfaitement dans cette situation. Un vieux couteau qu'elle avait utilisé pour couper du fromage un peu plus tôt dans la soirée. Ni une ni deux, elle l'attrape et le plante brutalement dans la main de l'individu qui continue de la tirer. Au moment où le couteau pénètre dans sa peau, l'homme se met à hurler de douleur alors que le sang coule maintenant sur le bras de Sandra. Avec un peu de recul, elle affirme qu'elle n'oubliera jamais le cri qu'il a lâché à ce moment-là.
Finalement, quelques petites secondes après ça, l'homme lâche enfin prise et part en courant dans l'obscurité de la nuit. Tremblante et complètement sous le choc, la jeune fille court vers la chambre de ses parents et les alerte sur ce qu'il vient de se passer. On peut bien sûr la comprendre, mais à ce moment-là, elle n'arrive même pas à aligner 2 mots tellement elle est dans un état second. Finalement, elle y arrive quand même et ses parents réagissent immédiatement en appelant la police. Les forces de l'ordre arrivent rapidement et recueillent le récit terrifiant de Sandra. Malheureusement, l'homme n'est plus là, mais rappelez-vous, Sandra a réussi à le poignarder à la main. La police fait donc des prélèvements puis analyse le sang de l'agresseur. Peu de temps après, la famille de Sandra reçoit un coup de fil. L'homme a été identifié. Mieux que ça, il a même déjà été interpellé pour tentative d'enlèvement. Et apparemment, il n'en était pas à son coup d'essai et avait déjà été inculpé pour de nombreux crimes dans le passé. Pour Sandra, cette nuit restera à jamais gravée dans sa mémoire. Encore aujourd'hui, elle est littéralement traumatisée par ce qui s'est passé et on peut la comprendre. Heureusement, elle arrive tout de même à aller de l'avant en pensant au fait qu'après tout, elle s'en est sortie saine et sauve. Elle trouve également du réconfort dans le soutien de sa famille et dans la conviction que justice a été rendue. Ok, cette histoire est longue et intense, on préfère vous prévenir. Elle est racontée par Edouard et aujourd'hui il a réussi à franchir le cap de nous la partager sur les conseils de son ami. Et les faits se passent en France le 27 juillet 2018. Ce jour-là, Evan se rend à l'anniversaire d'un ami qui habite à environ une quinzaine de minutes en voiture de son domicile. À ce moment-là de sa vie, il est chez ses parents et ceux-ci ont pris des vacances pour se ressourcer, le laissant donc avec la seule compagnie de Shanna, son chien. Il se prépare donc pour aller à cette soirée, veille à ce que Shanna ait à boire et à manger et que toutes les entrées sont fermées avant son départ. Sur le trajet, il s'arrête pour prendre son ami Carl qui habite à seulement 2 petits kilomètres de chez lui, soit à 3 minutes en voiture, et ensemble ils partent en direction de chez leur ami Jean. Il est environ 19h quand enfin ils arrivent chez lui. Pour faire très simple, l'anniversaire se passe jusqu'à 21h et il réunit la plupart de leurs amis d'enfance et de lycée. Au total, ils sont une petite douzaine. Le début de soirée se passe très bien, ils fêtent comme il se doit l'anniversaire de leur ami, chose normale me direz-vous, mais il faut aussi savoir que ce sont des gens que Evan voit très rarement dans sa vie quotidienne. À cette époque de sa vie, il n'avait pas vu ses amis depuis environ 6 mois à cause d'un événement personnel qu'il préfère ne pas dévoiler, et donc il est extrêmement heureux d'avoir pu rejoindre cette petite soirée. Les discussions s'enchaînent de manière fluide et finalement arrive la fin de la soirée. Du moins, c'est ce qu'il pensait. 21h, son ami Jean informe l'ensemble des invités qui souhaitent continuer la soirée en allant manger quelque part. À cet instant-là, et pour être tout à fait honnête, Evan est vraiment très peu motivé par l'initiative, comme la plupart des autres invités. Mais rapidement, il consente à faire un effort pour Jean. Tout le monde s'organise pour faire le voyage à plusieurs et ne pas prendre 12 voitures différentes, avec pour destination un McDo situé à environ 25 km de là où il se trouve. Evan décide de prendre sa propre voiture de manière à ne pas devoir compter sur quelqu'un d'autre pour le ramener chez lui, ne voulant pas laisser Shanna enfermée trop longtemps. Carl et Edgar, un autre ami, décident de monter dans sa voiture et ensemble ils se rendent au fameux restaurant. À cet instant précis, Evan n'a vraiment aucune idée de l'heure qu'il est. Il est simplement dans l'euphorie de la soirée et ça lui fait un bien fou. Les mois précédents ont été particulièrement durs pour lui et l'avaient un peu forcé à se renfermer sur lui-même. Bref, une fois arrivé sans encombre, le repas passe assez vite. Et finalement, Jean se lève de table, complètement enjoué, et invite tout le monde à le suivre jusqu'à une boîte de nuit qui, cette fois, n'est vraiment pas à côté. Depuis leur localisation, la boîte de nuit se trouve à 30 km, soit 25 minutes de trajet, sauf que Evan calcule rapidement dans sa tête par rapport à la maison de ses parents. Et il se rend compte que c'est à environ 40 km, sans compter qu'il doit ramener Carl. Pour lui, la décision est donc vite prise, il n'ira pas finir sa soirée à la boîte de nuit. La plupart des gens semblent étonnés par son choix, surtout Jean, qui insiste pour qu'il vienne, mais la distance et l'ambiance confirment son choix. N'étant pas non plus très en phase avec la proposition, Carl et Edgar décident également de rentrer avec lui. Et donc le petit groupe rentre enfin dans la voiture de Evan. Edgar est assis à la place passager et Carl, légèrement plus fatigué, est allongé à l'arrière. Durant le trajet, Edgar, qui habitait dans le même endroit que Jean, décide que pour lui économiser de l'essence et ne pas le fatiguer, il dormira chez Carl et qu'il rentrera chez lui le lendemain. Bon, le trajet se passe tranquillement, ils se racontent beaucoup de conneries, probablement à cause de la fatigue. L'ambiance à l'intérieur est plutôt calme, tout le monde parle à voix basse et le débit de parole vient à rapidement se tarir à mesure qu'ils avancent vers la maison de Carl. Pour expliquer très vite fait la configuration, Carl habite dans un village très proche de chez Evan. Il y a tout un chemin précis qui mène au niveau du panneau d'entrée du village
qui se trouve derrière deux bennes à ordures. Une fois ce panneau passé, il reste quelques dizaines de mètres et la maison de Carl est littéralement en plein milieu de la place du village. Evan est exténué. Il est sur la dernière et grande ligne droite avant le panneau d'entrée. Ses comparses sont dans un état similaire du sien, à la limite de s'endormir pour Carl, mais un détail va vite mettre en alerte toute la voiture. Et pas un moindre détail. Evan voit tout simplement des phares de voiture briller après le virage, en feu de route, donc qu'on voit bien de loin et qui éblouit les trois potes. S'engageant dans le virage, il commence à ralentir pour se mettre à 50 km/h et préparer l'entrée dans le village. Ils arrivent enfin à hauteur de la voiture, immobiles et de leur côté, les phares tournés en plein dans leur visage et la première pensée d'Evan est de drastiquement ralentir pour se mettre à 10 km/h. Instinctivement, il pense au pire, un accident ou simplement que le conducteur est bloqué dans le fossé et donc en bonne âme, il s'arrête au milieu de la route. La voiture est vieille et blanche et assise sur le capot, une silhouette sombre qu'ils ne peuvent pas distinguer. La présence est assise comme quelqu'un qui serait assis au bord d'une piscine, totalement serein. Evan parvient à distinguer que c'est un homme qui se situe dans la trentaine et qui a l'air assez banal, bien que peu commode. Par contre, un peu chelou, il est torse nu malgré la fraîcheur du soir. Edgar descend la vitre de son côté et commence à demander à la personne si tout va bien, s'il a besoin d'aide ou non. Et là, l'homme descend doucement de sa voiture, avance silencieusement vers son ami qui l'interpelle, et c'est alors que le regard d'Evan et du mec se croisent. Il voit l'intérieur de ses yeux et son instinct lui hurle qu'il fait face à un danger. D'une main, il remonte la vitre passager d'Edgar et de l'autre, il passe la première en faisant lentement avancer la voiture sur la route pour s'éloigner lentement de cet individu flippant. Il garde également son regard dans le rétroviseur pour surveiller sa réaction, anticipant le pire, mais rien ne se passe. Il était vachement bizarre ce gars. Edgar est aussi interpellé que ses potes et joint son regard dans le rétroviseur. C'est vrai ça, qu'est-ce qu'il fout à moitié à poil dans un coin aussi perdu? Carl aussi est tendu et ne comprend pas du tout la situation. Le gars, on lui demande si ça va, s'il est en panne et tout, et il nous a même pas répondu. Bref, tout ceci est finalement passé et il se trouve littéralement qu'à 30 secondes de chez Carl. L'ambiance est refroidie et tout le monde se pose des questions. C'est alors que Carl, dans l'euphorie du moment, lance une blague qui, sur le coup, fait beaucoup rire Evan. S'il faut, il est en train de balancer un cadavre dans la poubelle. Bref, finalement arrivé, Evan se gare sur la place et ses deux amis descendent de la voiture. Ils discutent pendant quelques minutes et finalement se séparent. Evan monte dans sa voiture et l'idée de devoir repasser devant ce type pour rentrer chez lui sonne de plus en plus comme une idée foireuse. Mais étant complètement crevé et n'ayant aucune envie de faire un gros détour, Evan démarre sa voiture et fait demi-tour, signant la plus grosse erreur de sa vie. À l'entrée du virage, l'homme et sa voiture sont toujours là, comme à leur arrivée. Mais à un détail près. Les portes arrière de son véhicule sont ouvertes, de même que le couvercle d'une des bennes et Evan le voit littéralement jeter un énorme sac poubelle blanc bien chargé. Puis un deuxième, puis un troisième. À ce moment-là, son corps agit de par lui-même et son esprit rentre dans une totale psychose. C'est pas possible, t'es en train d'halluciner Evan, t'es en train de vriller sévère même. En arrivant à la hauteur de la voiture, il constate qu'elle est remplie d'encore une dizaine de sacs similaires. Leurs regards finissent par se croiser, il s'écoule à peine quelques secondes, et là le gars se met à hurler de rage sans aucune raison. Il expédie le sac qu'il tient dans ses mains dans la benne à ordures, referme ses portes arrière et se met à poursuivre Evan. Sans perdre une seconde, ce dernier enfonce son pied sur l'accélérateur et monte jusqu'à 130 km/h sur la longue ligne droite, espérant le semer le plus rapidement possible. Après un ultime virage, il arrive enfin devant chez lui et éteint ses phares, le moteur et baisse son siège sans réellement réfléchir. À ce moment-là, il se dit qu'il est juste complètement parano et qu'il est même ridicule. En fait, s'il faut, ce type était complètement ivre ou drogué, mais pas réellement dangereux. Mais au fond de lui, son instinct est clair. Il y a beaucoup trop de coïncidences pour que ce soit anodin. Et effectivement, une dizaine de secondes plus tard, il voit les phares pointer depuis le virage. Sans perdre de temps, il attrape son téléphone et compose le numéro d'Edgar et lui raconte toute la situation. L'individu s'arrête à quelques mètres de la maison d'Evan, littéralement à sa recherche. Le jeune homme est littéralement tétanisé, dissimulé au mieux et il le voit sortir de sa voiture en hurlant. Il semble complètement fou de rage, claque violemment sa portière, donne un coup de pied dans son véhicule et pousse un hurlement. D'un coup, il s'en prend au panneau à côté de lui et se lance dans un déferlement de coups de poing contre le poteau. Vraiment, le type est très dangereux. Evan est abasourdi par la scène. Il essaye de tenir au courant Edgar, mais peine à formuler ses phrases. Et alors qu'on pense actuellement que la situation ne peut pas être pire,
l'univers semble s'acharner sur lui. Le type a maintenant son regard dirigé vers lui. Reconnaissant probablement sa voiture, il s'approche lentement. Evan se sent acculé et sort en dernier recours son couteau de la boîte à gants. Sans réfléchir, son cerveau bascule en mode instinct et il sort de la voiture, le couteau dans une main et le téléphone dans l'autre. Il se met également à hurler qu'il est en ce moment même au téléphone avec la police, qui sont en chemin et qu'il n'hésitera pas à le planter. Evan est complètement transi de peur et se demande si l'individu va s'en rendre compte. Mais après quelques secondes à se dévisager, le gars retourne lentement vers sa voiture, disparaissant dans la nuit. Evan s'écroule au sol, adossé à sa voiture. Il se met à pleurer toutes les larmes de son corps sous le poids du stress et Edgar, qui est à l'autre bout du fil, tente son maximum pour le rassurer. Le lendemain, il est allé faire une déposition à la police sans grand espoir que cet homme soit retrouvé. En soi, il n'avait qu'une vague description de lui, de son véhicule, mais aucune plaque pour étayer sa plainte. Evan a quand même demandé aux agents de fouiller les poubelles, mais apparemment aucun corps n'a été retrouvé, ni rien d'illégal, heureusement. Et encore aujourd'hui, même s'ils en rigolent avec ses potes, Evan se demande ce que cet homme lui voulait et ce qui se serait passé si devant sa voiture, il s'était arrêté. Ok, si jusque-là la descente dans l'iceberg vous plaît, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça soutient énormément notre travail, merci beaucoup. Maintenant qu'on s'enfonce un peu plus dans les profondeurs, on va vous montrer une suite de vidéos qui ont été prises directement par les personnes ayant vécu des situations extrêmement perturbantes. Et d'ailleurs, c'est peu de le dire parce que vous allez voir, certaines vidéos sont vraiment très flippantes. Préparez-vous parce que vous allez visionner de véritables threads d'horreur illustrés avec des images vraies. En avril 2020, un jeune homme appelé Noah décide d'aller dormir dans les bois avec son van. Les faits se déroulent dans une forêt de Sunriven dans l'Oregon aux États-Unis. Noah roulait tranquillement lorsqu'il a vu le spot qui lui semblait être parfait pour s'arrêter pour la nuit. Mais vers 2h30 du matin, il est doucement réveillé par des bruits extérieurs. Noah tend l'oreille et se rend compte qu'il s'agit d'une personne qui marche à côté. Il attrape sa caméra et commence à filmer. I'm currently sleeping in the back of my truck right now. I don't even know what time it is. And there's someone walking around my truck right now. If you can hear that, it's pretty loud. He's been walking around for like 20 minutes already. I don't really know what to do. I'm a little freaked out right now. And it's like pitch black outside. And like, this doesn't make any sense because I parked somewhere where you couldn't see. No one was on the road. Wait, he's touching my truck. How am I supposed to get him away? He's literally knocking. He's literally knocking on my truck. The canopy, the back door's locked right in there. I'm scared forever. I don't think he knows that there's anyone in here. I'm so scared right now. He's literally peeking through the door right now. Heureusement, les portes sont fermées et la personne ne réussira pas à les forcer et finira par s'en aller. Le lendemain matin, à la première heure de la journée, Noah sort de cette forêt et rentre chez lui le plus rapidement possible. Il remarque tout de suite les traces sur son van, notamment sur la vitre arrière où la personne a visiblement passé sa main pour voir dedans. Toutes les poignées de la voiture ont également été On my testées. side of my truck. Well, looks like to be trying to get inside my truck. That's really all I could tell from when he was walking around. More handprints trying to get in my truck. At least the back canopy was locked, but yeah, that was... Encore aujourd'hui, on n'a aucune idée de qui était cette personne. On n'a non plus aucune nouvelle de Noah, mais on imagine que cette expérience l'a fait réfléchir à 2 fois avant de s'enfoncer dans les bois profonds. En février 2013, des habitants d'un quartier dans l'Oregon ont remarqué des bruits étranges venant de la forêt. Et pas n'importe quel bruit.
Ils entendaient des rires terrifiants provenant des bois devant eux. Ces rires étaient clairs et puissants et un homme a décidé de sortir de chez lui pour voir d'où ça pouvait venir. Et c'est donc là qu'il a commencé à enregistrer. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir d'animaux comme des renards ou des coyotes, mais d'autres pensent que c'est impossible. Ces animaux n'émettraient pas ce genre de son étrange et paraissant aussi humain. Et encore aujourd'hui, ces rires glauques au milieu de la forêt restent une énigme. La vidéo commence alors que la personne assise sur le siège passager prend son téléphone pour montrer l'accident qu'elle vient de subir avec le véhicule situé devant elle. La voiture en face essaie de les faire arrêter pour une raison inconnue. Et les deux femmes réussissent à contourner le véhicule. I've never seen anything like this. I hope all these cars are calling the cops. Like I have to drive fast to like get in front of her. I know. La conductrice se met à accélérer, essayant d'absolument semer la voiture qui se met de nouveau à les poursuivre. Know what to do? La femme sur le siège passager compose donc le 911 et leur expose la situation. Really bad emergency on Highway 9 or Highway 80, and we're right now passing Dutch Flat Road. We have a vehicle that has been following us, telling us that she's a cop and keeps trying to tell us to pull over, and it's swerving in front of us. Yes, we're in the white Mazda. Yes, ma'am. Elle dit à l'agent que la voiture essaie de nouveau de faire une collision avec elle. She keeps trying to hit us off the road. I'm freaking out. Et par derrière, la voiture leur fonce à nouveau dessus. Yes. She just hit our car. She just hit our car. She's pushing us off of the road. Yeah, she's pushing us off the road. She's coming for us. Put it in reverse. Put it in reverse, Vanessa. Put it in reverse. La conductrice sort et se met face à elle. No. They're telling us to exit. They're telling us to exit. She's standing in front of me, dude. We don't know what to do. Apparemment, la femme leur indique être de la police et qu'elles sont en état d'arrestation. Mais comme vous pouvez le voir, elle est extrêmement louche et probablement en train de mentir. We're getting arrested. Dude, she's so crazy. Toujours au téléphone, les deux amis sont terrorisés par la scène. Next right fuel. We're trying. I don't know if we already passed Dutch Flat or not. L'opératrice du 911 leur donne des instructions pour sortir de la route et rejoindre une station de police. Go to your right as soon as you exit. Please make sure somebody's right there. She's crazy. Right behind us. Yes. Mais la femme dans la camionnette continue de les suivre. There's a 76 gas station. Good, Take she's a right. definitely following me. There's a right. Take a right, highway to... She said it's a really short little road. Take a right. Yes, we're taking a right here. Mais enfin, la passagère voit l'officier de police. Officer parked right here in the vehicle. Can he help us, please? Can he help us? Please. Go to the officer. Go to the officer. Go to the officer. Okay. Please. Make sure he helps us, please. Help us. Please. Après avoir rejoint l'agent, plus aucune trace de la femme de la camionnette. Qui sait ce qu'elle leur voulait et les idées qu'elle avait derrière la tête. Lisa est une youtubeuse qui documente son quotidien vivant dans un van. Elle voyage dans toute l'Amérique du Nord et partage sa passion avec ses abonnés en vidéo. Son format se rapproche d'un vlog où elle montre ce qu'elle fait et les forêts dans lesquelles elle va rester pour la nuit. Mais en février 2022, Lisa upload une vidéo qui va glacer le sang de ses abonnés. Alors qu'elle dormait tranquillement dans son van, elle se réveille en entendant des coups portés sur ce dernier. Il est 4h30 du matin et il y a une personne dehors qui ne bouge pas d'un pouce. Ne sachant quoi faire, Lisa est paralysée par la peur et après un autre coup sur le van, elle essaye de montrer sa présence. Mais aucune réponse. Le silence s'installe pendant 15 minutes
mais les bruits de pas reviennent encore. C'est là que Lisa attrape sa caméra et lance la vidéo. Somebody's back here again. I hear footprints. Hello? How can I help you? It's 4:30 in the morning. I don't feel safe. Who are you? Toujours aucune réponse. Lisa gagne l'avant du van et regarde par le pare-brise et remarque une voiture. Les feux allumés, cette dernière recule et part de nouveau. Mais quelques minutes plus tard, les pas se refont entendre. I hear footprints. Hear that? Yeah, somebody was just here again 3 times now. The 3rd time I looked out, they were walking on foot. I seen them walking and they hid behind the big tree there. And then they went to a car, the same car that was here earlier. Well, that was back and then it backed away and left again. 3 times in one night. This time, they didn't knock though. They were just walking around. I could hear them walking around the van. Au petit matin, en sortant de son van, Lisa remarque des traces de pas tout autour du véhicule. Alors, s'agissait-il de personnes voulant simplement voler ce qu'il y avait dans le van? C'est peu probable, étant donné qu'ils avaient conscience de sa présence. On ne saura donc jamais pourquoi cet homme était venu et pourquoi il a voulu que Lisa ouvre la porte. Dès le départ de cette histoire, Sophie tient à préciser que cet incident fait partie des rares qui l'ont vraiment marqué. Et même s'il s'est déroulé en janvier de l'année précédente, il continue de la hanter la nuit. Pour elle nous l'avoue, il semble quand même surréaliste que tant de choses étranges arrivent aux gens du quotidien, notamment à travers les threads d'horreur, et elle n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse lui arriver à elle. Mais bref, au moment où se passe l'histoire, Sophie est à l'étranger pour ses études universitaires et pour le moment, elle ne ressent vraiment que du positif. Rien ne l'a jamais vraiment dérangée ou mise mal à l'aise dans son nouveau quotidien et en fait, elle kiffe carrément son expérience. Elle vit dans un quartier relativement peuplé avec beaucoup de jeunes femmes dans son immeuble ainsi que des femmes plus âgées. Elle se sent donc en sécurité chez elle et même si ça devrait être normal, pour elle, c'est un grand luxe. Se promener dans les rues est également sûr car il y a toujours du monde autour avec des immeubles, des parcs, des maisons, également des supérettes ouvertes H24 et même des petits cafés. Sophie nous indique qu'il y avait également un motel. Bref, ça donne une idée assez précise du quartier où tout semble paisible. Bien que l'université dispense tous les cours en anglais pour les étudiants étrangers, Sophie veut quand même apprendre la langue par respect et pour vivre la culture locale. Et donc, elle s'amuse beaucoup et s'est fait déjà pas mal d'amis depuis son arrivée. Et un beau jour, dans son quotidien tranquille, elle décide de se rendre à une supérette depuis le campus. Ce soir, elle est particulièrement étourdie et fatiguée après sa longue journée. Il est environ 20h et le dernier cours a déjà pris fin un moment auparavant. Mais comme elle a du temps libre, chose plutôt rare d'ailleurs, elle en profite pour découvrir un peu la ville. Sophie connaît déjà bien le quartier et se sent assez confiante quant aux itinéraires et tout le reste pour se rendre à la supérette. Au fil du temps, elle a appris à reconnaître la grande route principale avec quelques terrains déserts sur la droite, mais rien de bien inquiétant. C'est un quartier résidentiel, tout ce qu'il y a de plus banal, et Sophie peut même entendre du bruit venant de quelques maisons, donc elle est en pleine confiance. Mais c'est justement là que ça devient un peu bizarre. Il y a certes un tas de maisons, mais en continuant de marcher vers la ville, il y a cette zone entièrement isolée avec juste la route et des lampadaires. La supérette est quand même à environ 4 km, ça fait une sacrée trotte, et sans trop savoir pourquoi, Sophie se sent mal à l'aise et devient d'un coup très nerveuse. En fouillant dans sa mémoire, elle se rend compte que c'est certainement à cause d'un incident qui lui était arrivé plus tôt dans sa vie. Alors, moins rassurée, elle décide de s'arrêter pour regarder autour d'elle. Il n'y a tout bonnement rien, mais Sophie se met à courir tout en regardant sur les côtés et derrière elle, un peu parano. La solitude lui pèse trop et elle sent que quelque chose est sur le point d'arriver. Et c'est bien le cas de le dire, parce qu'à peine 30 secondes plus tard, elle entre en collision avec quelqu'un. Directement, un sentiment de peur la submerge
et ses cheveux se dressent sur sa tête. Ses paumes se mettent à trembler et elle ne lève même pas la tête pour voir qui c'est. Sophie commence à s'excuser frénétiquement tout en reculant simultanément. Elle ne le sent pas du tout. Tout ce qu'elle veut, c'est foutre le camp de là le plus rapidement possible. Mais l'individu en face d'elle se met à agir très bizarrement. La personne devant Sophie commence à marcher dans sa direction en petits pas et commence à bouger en faisant des mouvements étranges, très difficiles à décrire en soi. C'est presque comme dans un dessin animé et pendant qu'elle se rapproche de Sophie, la personne dit juste « Qu'est-ce que tu viens de faire ? Qu'est-ce que... Tu vas bien ?» Bon, on est d'accord avec vous, ce n'est pas du tout clair et c'est difficile à se représenter, mais Sophie décrit la personne comme ayant un ton très moqueur et dangereux. Et d'ailleurs, elle dit personne car impossible pour elle de voir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Son visage est totalement couvert par un masque et il porte un grand sweat à capuche. Sa voix est également très étrange, un peu étouffée, mais ne sonne ni masculine ni féminine. Et d'un coup, sans crier gare, la personne commence à l'insulter et à se balancer devant elle tout en fouillant dans sa poche de pantalon. Sophie voit directement que l'individu est en train de sortir quelque chose de brillant et son instinct qui avait jusque-là disparu se réveille enfin. Elle saisit la chance et court le plus rapidement possible hors de cet endroit maudit. Elle arrive enfin à la supérette et raconte au vendeur sa rencontre, aussi bizarre qu'elle soit. Ensemble, ils appellent la police qui arrive rapidement. Mais tout ce qu'ils trouvent sur place, c'est les 2 chaussures de l'individu au même endroit où elle l'avait rencontré et son masque par terre. Sophie n'a jamais su qui c'était, ce qu'il lui voulait et comment elle ne l'avait jamais aperçu en se baladant dans le quartier. Ce dernier qui lui semblait si calme et dénué de tout malheur sonne maintenant complètement différent à ses yeux. Mais aujourd'hui, elle est contente d'être en sécurité. Et bien que cela se soit passé il y a 1 an, elle a toujours l'impression de ne pas être complètement safe chez elle. Elle ne sait pas vraiment s'il s'agit de paranoïa ou de quelque chose d'autre, mais elle a un mauvais pressentiment depuis le début du mois où elle nous raconte cette histoire. Même lorsqu'elle se trouve avec d'autres personnes ou à la maison avec son petit ami, elle a constamment l'impression d'être aujourd'hui surveillée et que quelque chose est sur le point d'arriver. Avant de commencer ce récit, on vous prévient, on va traiter d'un sujet très sensible. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide ou alors que vous voulez tout simplement parler, on vous met des liens en description, c'est hyper important. Tout commence et finit sur Internet. Ce message est posté sur le groupe français d'un réseau social russe qui s'appelle VKontakte. Laura, qui a 14 ans, cherche en fait une personne qui pourrait l'initier à un jeu, disons, particulier. Il consiste en une série de défis à réaliser. Jusque-là, tout semble à peu près banal, mais ne vous méprenez pas. Même si les premiers des 50 défis au total semblent relativement inoffensifs, comme écrire un certain mot sur ta main ou dessine une baleine sur une feuille par exemple, ceux qui suivent deviennent de plus en plus glauques et macabres. Se réveiller en pleine nuit et écouter une musique triste. Bon, c'est déjà très bizarre, mais ce n'est que le début. Regarder des vidéos prônant le fait de sauter la vie. Ou encore, ne plus parler à personne, s'isoler au maximum, se faire du mal, monter sur une grue, se frapper, se couper les lèvres et le pire de tout, ce qui constitue l'ultime défi, c'est-à-dire le 50e, se donner la mort. Mais alors d'où vient ce challenge qui semble complètement atroce et plus que morbide? En fait, Laura en a entendu parler sur les réseaux sociaux et sur YouTube. J'en ai entendu parler sur internet et sur YouTube. J'ai eu envie de jouer parce que je ne supporte plus trop la vie, mais je ne sais pas si j'irai jusqu'au 50e. Mais cette histoire qui a fini par arriver en France aux oreilles de Laura et de beaucoup d'autres Français dû à sa grande médiatisation ne vient pas d'ici. Tout a commencé en Russie sur les réseaux sociaux. C'est le média Novaya Gazeta, un célèbre journal russe qui a enquêté sur le sujet pour la première fois. Bon, vous allez voir, ce journal n'est pas du tout tout rose dans cette histoire, mais ça on en parle juste après. Les premiers éléments de leur enquête montrent que ce jeu sordide aurait vu le jour en novembre 2015 sur le réseau social VKontakte. La plupart d'entre vous ne connaissent très certainement pas, et rassurez-vous, c'est assez normal. En gros, pour vous la faire courte, il s'agit de l'équivalent de Facebook, mais en Russie. Un peu comme sur les réseaux sociaux qu'on connaît tous, il est possible de rejoindre des groupes privés. Et c'est justement sur l'un d'entre eux que toute cette histoire commence. Baptisé F57, il s'agit d'un groupe privé des plus sordides.
On peut y trouver de réelles images de personnes qui se font du mal, qui s'automutilent, bref, rien que ça, c'est déjà horriblement atroce. Mais un jour, quelqu'un va publier une photo morbide. Enfin, on veut dire encore plus morbide que ce qui figure déjà sur le groupe. Cette image, c'est celle d'Irina Kambalin. Malheureusement, son histoire est tragique car la jeune fille se serait ôté la vie en sautant sous un train. Apparemment, des témoignages affirment qu'elle avait énormément de problèmes familiaux et qu'elle se serait séparée de son copain juste avant de commettre l'irréparable. Bon, c'est absolument triste bien évidemment, mais en soi, quel est le rapport avec le Blue Whale Challenge? Eh bien, juste après que la photo soit publiée sur le groupe, de nombreuses rumeurs ont commencé à circuler. Et si ces problèmes familiaux et amoureux n'étaient pas la réelle cause de son passage à l'acte? Les gens parlent et très rapidement on dit que Irina serait en fait la première victime du Blue Whale Challenge. Bon, vous connaissez internet, ça va littéralement faire un effet boule de neige en Russie. Un espèce de culte macabre tourne maintenant sur Irina. Elle devient presque une légende pour tous les adorateurs du jeu, tandis que des groupes comme F57 se mettent à ouvrir pour copier sa formule macabre, Sea of Whales ou encore F57 Terminal 5751. Très vite, ces groupes sont surnommés par les médias les groupes de la mort. D'ailleurs, on n'en a pas vraiment parlé jusque-là, mais pourquoi est-ce que ce jeu s'appelle comme ça? En fait, il fait référence à une légende selon laquelle les cétacés seraient capables de sauter la vie de manière volontaire en s'échouant intentionnellement sur une plage. Mais alors, qui est derrière tout ça? Qui a inventé ce jeu morbide et a-t-il réellement été joué? Eh bien déjà, revenons un peu en arrière. Est-ce que vous vous rappelez quand on a parlé du média Novaya Gazeta qui a enquêté sur l'affaire? Eh bien, selon certaines sources, ils auraient réussi à contacter les créateurs du jeu. Mais pour des raisons obscures, certainement financières, la journaliste en charge de l'affaire aurait promis à un des responsables du challenge une certaine indulgence de la part des enquêteurs. Une fois que ça a été révélé, elle-même ainsi que le rédacteur en chef adjoint ont été renvoyés du journal. Bon, c'est tout à fait normal en soi. Mais tout ça a quand même permis de mettre la main sur 3 noms. Philip Fox, Philippe Liss et Mor Kitov. Alors leurs justifications sont complètement floues et ça vous l'imaginez bien. Chacun se justifie comme il peut en disant qu'il souhaitait en fait promouvoir un groupe de musique, l'autre va même avoir le culot de dire qu'il a créé ce jeu pour identifier et rassembler des personnes dépressives dans le but de les aider par la suite. Et le troisième, lui qui a des troubles mentaux, va affirmer avoir suivi le mouvement. Bref, pour tout ça, les 3 hommes auront récolté 3 ans de prison pour incitation au suicide. 3 ans, oui, c'est tout. Le problème, c'est qu'en fait, il est très compliqué de quantifier l'impact qu'a eu ce jeu. La police russe aurait confirmé que 80 décès ont bel et bien été liés au jeu en Russie entre 2015 et 2016. On vous l'accorde, c'est déjà énorme et c'est hyper triste. Le jeu se serait ensuite exporté dans d'autres pays dont la France, l'Algérie, la Tunisie ou encore le Maroc. Aujourd'hui, tous les réseaux sociaux ont pris des précautions pour empêcher au maximum les gens de pouvoir se rendre sur ces groupes de la mort. Bien évidemment, tous les groupes dont on vous a parlé ont déjà été fermés. Les mots-clés sont même associés à des pages d'aide sur Instagram, Facebook, etc. Un challenge allant à l'opposé a même été créé, le Pink Whale Challenge, qui, dans le même principe, donne une liste de 50 défis à réaliser, sauf que cette fois, les défis sont uniquement bénéfiques et sains. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Les liens sont toujours en description. Bon, j'espère que ce récit ne vous a pas trop mis dans le mal, parce que maintenant, nous allons passer au prochain. Ok, vous êtes prêts? Cette histoire est courte et intense. Ça s'est passé il y a environ 5 ans, mais les faits continuent encore aujourd'hui de mettre mal à l'aise Sonia, qui nous livre son témoignage. Lorsque tout se passe, elle avait alors 18 ans et aujourd'hui elle en a 23. À cet âge, alors qu'elle a un job et est en colocation, sa vie est vraiment tranquille. Et un soir, alors qu'elle rentre du travail après une journée de dur labeur dans un petit resto de pizza du coin, elle emprunte son chemin habituel pour rentrer chez elle. Il est aux alentours de 22h15 et il fait super sombre, comme assez souvent dans les threads d'horreur au final. Alors que Sonia remonte tranquillement la rue et se trouve à environ 100 mètres de là où elle habite, une camionnette blanche tourne dans cette même rue. Bon, rien de suspect en apparence, mais quelque chose ne lui plaît pas. Sans trop savoir pourquoi, elle retire ses écouteurs et met sa musique en pause. Après ça, elle descend la rue pour arriver devant sa maison et plus elle se rapproche, plus elle ressent un étrange pressentiment. Sonia lève les yeux de son téléphone sur le point d'envoyer un message à sa colocataire qui était en déplacement à ce moment-là pour lui dire qu'elle était presque arrivée. Alors qu'elle n'est plus qu'à environ 15 mètres de son foyer, elle essaye de se détendre un peu.
Mais lorsque son message est envoyé, elle lève les yeux et c'est là qu'elle remarque la camionnette blanche garée devant sa maison. Et ce qui la percute directement, c'est l'homme à l'intérieur qui la fixe du regard. Son visage est éclairé dans la nuit par la lumière jaune de sa cabine. Il a les cheveux bruns, des lunettes et une barbe et il plonge son regard dans celui de Sonia. Les phares de sa camionnette sont éteints, mais sa voiture est allumée. Comme s'il ne voulait pas attirer l'attention tout en étant prêt à partir le plus vite possible. Sonia est clairement morte de peur. Elle comprend qu'il se passe quelque chose d'étrange avec cet homme qui est posté juste devant chez elle. Si elle essaye de rentrer, elle va forcément devoir passer à proximité et ça, c'est hors de question. Elle prend donc la décision de s'arrêter et se place dos à un arbre devant le jardin voisin et reste plantée là. Malgré l'intimidation qui la submerge, elle s'efforce de maintenir un contact visuel avec cet homme pour être sûre de ne pas le perdre de vue. Et après ce qui semble avoir duré une éternité, quand même bien 5 bonnes minutes, il commence enfin à rouler vers le panneau stop au bout de la route. Mais Sonia ne lui tourne toujours pas le dos. Elle reste adossée à l'arbre et garde un œil sur la camionnette pendant tout ce temps, jusqu'à ce que cette dernière s'arrête au fameux panneau stop. Mais le comportement énigmatique de l'homme persiste. Il est juste là, sans bouger, probablement pendant 2 à 3 minutes au stop. Sonia sent une énorme boule dans sa gorge, mais ne détourne pas le regard, toujours contre l'arbre. Finalement, l'homme tourne à droite, pile dans cette direction d'où elle rentrait, et après 20 secondes de vérification pour s'assurer qu'il n'y avait personne d'autre, elle sprinte le plus vite possible jusqu'à sa maison. Sonia rentre rapidement et verrouille directement la porte derrière elle. Tout de suite, elle va à la fenêtre et regarde discrètement à travers les stores sans allumer aucune lumière. Et après quelques secondes d'observation, elle le revoit une nouvelle fois. Dans sa camionnette, l'homme remonte et descend la rue à sa recherche, puis repart. Au bord de la crise de panique, Sonia envoie un message à sa colocataire, puis lui raconte ce qui s'est passé. Elle va ensuite vérifier que toutes les fenêtres de la maison sont bien fermées, ainsi que la porte arrière et la porte du garage. N'ayant plus de nouvelles de l'individu, mais étant sur ses gardes, elle va passer tout le reste de la soirée à se demander qui est cette personne et pourquoi il l'a fixée à ce point. Sonia se couche avec ses questions en tête, toujours sans allumer la moindre lumière. Elle n'a finalement pas fermé l'œil de la nuit, tellement elle était parano au moindre bruit ou mouvement. Après cet événement, elle n'a plus jamais recroisé la route de cet homme. Mais au fond d'elle, elle y repense chaque fois qu'elle marche seule dans la nuit. Bon, la meilleure des communes. On espère que vous appréciez cette descente aux enfers. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit like et un abonnement. Maintenant que nous descendons encore dans notre iceberg de l'horreur, on se retrouve dans un petit appartement russe. Pour être un petit peu plus précis, nous sommes dans l'appartement de Stanislav Reshetnikov, 30 ans. Et en fait, pour que vous vous fassiez une petite idée du personnage, il s'agit d'un youtubeur et streamer russe. Et malheureusement, il ne fait absolument pas honneur à la profession. Tout d'abord, il faut savoir qu'il a un caractère plus que nerveux. Très alcoolique, il enchaîne les débordements. Et le plus souvent, la principale victime de ces écarts de comportement n'est ni plus ni moins que sa propre petite amie, Valentina Grigorieva, 28 ans. Mais la grosse particularité avec cette histoire, c'est que ce créateur a décidé de faire de cette macabre passion son contenu principal. Oui, très régulièrement, il lance des streams ou sort des vidéos sur YouTube dans lesquelles il est violent avec sa femme. Il demande par exemple à ses abonnés en live ce qu'il souhaite que Stan lui fasse. Et ce qui est encore plus glauque, c'est que ça marche. Ses abonnés payent, lui font des dons en live pour qu'il l'insulte d'une manière ou d'une autre en fonction des exigences de sa communauté. Il y a même un live dans lequel il l'asperge avec un spray au poivre. C'est complètement horrible et inhumain, vraiment c'est dégueu. D'ailleurs, on ne va pas aller jusqu'à dire que c'est habituel, mais apparemment c'est une pratique qui en tout cas existe en Russie et pas seulement sur le compte de Stan. On appelle ça le trash streaming. C'est assez explicite en soi et encore une fois complètement atroce. Pour en revenir à Stan, il faut savoir que son comportement se dégrade totalement au fur et à mesure qu'il est de plus en plus suivi. Dans ses lives, il en vient même à maltraiter des amis de sa petite amie. En pleine séance de stream, il plaque l'une des amies de Valentina au sol et lui hurle dessus tout en la frappant. Entendant les cris, un ami à elle se trouvant dans une autre pièce intervient enfin et parvient à les séparer. Heureusement, à ce moment-là, la personne qu'il venait de maltraiter se rebelle,
prend une casserole et détruit son bureau avant de partir en courant. Bref, vous avez compris le genre, et cet exemple n'est qu'une des nombreuses crasses causées par notre youtubeur détesté. On n'est pas en train de regarder Squeezie là. Il paraît également qu'avant de s'en prendre à sa copine, il y avait un autre martyr. Et en l'occurrence, il s'agit d'un homme, Valentin Ganivesh. Et son histoire est tout de même différente. Sans domicile fixe, alcoolique et ayant des problèmes mentaux, il a accepté l'aide de Stan qui lui a tout simplement proposé son soutien en échange de ses services. Services qui sont donc de se laisser totalement faire dans ses fameux lives. En soi, ça rejoint presque dans une moindre mesure un sujet qu'on aurait pu aborder dans un iceberg dans une autre vidéo. On va peut-être le faire dans le futur. On parle de Red Room. Si vous voyez ce que c'est et que vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais revenons à Stan, on parle là encore une fois de punitions proposées par ses abonnés. À leur demande, Stan le bat, l'humilie, le force à boire sa propre urine. On a vraiment du mal à comprendre comment les plateformes ont pu laisser faire ça, et ça c'est un autre sujet. Et bon, après quelques temps quand même, certains fans ont commencé à se plaindre en dénonçant le streamer à la police quand ces derniers sont intervenus parce que oui, ils sont bel et bien venus. La principale victime a dit qu'il était totalement volontaire. Et c'est finalement après 3 ans à subir toutes sortes de choses qu'il est enfin parti de cette tourmente. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a rencontré Valentina, sa petite amie qui va malheureusement prendre le relais. Malheureusement, la fin de son histoire sera réellement tragique. Nous sommes le 2 décembre 2020 quand Stan lance un live. Il n'est bien évidemment pas seul, il y a sa petite amie Valentina, mais également une autre amie à elle, Marina. Au début, tout se passe de manière plutôt classique. On met de gros guillemets parce que pour eux, classique, ça veut dire qu'ils passent tous les débuts du live à boire énormément d'alcool. Bref, ils écoutent de la musique encore et encore, jusqu'au moment où Stan reçoit un don. Et ce don, ce n'est pas n'importe lequel, car il reçoit 1000 $ de la part d'un de ses abonnés. Mais ce dernier, vous l'aurez compris d'ailleurs, étant donné les personnes cheloues et fétichistes qui le suivent, il a une demande particulière. Il veut tout simplement que Stan enferme sa petite amie dehors, sur le balcon. Pour lui, c'est parfait. Il décide donc de s'exécuter. Avec l'aide de Marina, il attrape sa petite amie, la déshabille quasiment totalement et tente de la sortir sur le balcon. Mais c'est un peu compliqué car cette dernière résiste et essaye de se débattre parce que clairement, elle ne veut absolument pas le faire. Mais finalement, ils y arrivent. Et petit rappel, si vous n'arrivez pas à vous rendre compte de ce qu'il est en train de faire. On est actuellement en Russie, en plein hiver, et les températures dehors la nuit ne sont pas les températures qu'on peut retrouver à Paris, même en hiver. La température dehors est glaciale, il fait vraiment super froid et c'est extrêmement dangereux. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça se retrouve à cet endroit de l'iceberg. Et finalement, tout en ignorant les appels à l'aide de sa petite amie et après avoir continué son live dans le plus grand des calmes, il finit par ouvrir la porte-fenêtre qui mène au balcon. Mais ce qu'il y trouve, c'est tout simplement le corps sans vie de Valentina. Là, on vous le rappelle, on est toujours en live quand Stan tente de la réanimer comme il peut, en lui faisant des massages cardiaques, en lui donnant des claques, ouais c'est n'importe quoi. Puis réalisant qu'il venait tout simplement de l'assassiner, il revient à son stream et continue son live. Entre-temps, il appelle quand même les pompiers, déplace le corps de Valentina sur le canapé à côté de lui pour que les spectateurs puissent mieux la voir. C'est vraiment ignoble, c'est difficile à raconter, il n'y a pas à dire. Et en attendant les pompiers, il boit de l'alcool, joue de la musique, discute avec son chat alors qu'il y a littéralement sa copine décédée à côté de lui. La scène est ultra macabre, je sais même pas comment décrire ça. Et finalement, les secours arrivent, déclarent la mort de la jeune femme, et ce, alors que le stream tourne toujours. Ce n'est que lorsque la police arrive enfin qu'il coupe son live, soit 2 heures après avoir trouvé le corps de Valentina sur le balcon. Beaucoup de rumeurs ont ensuite été révélées. Pas mal de gens auraient affirmé qu'elle était enceinte à ce moment-là, mais apparemment cette info se serait révélée fausse. Le 3 décembre 2020, soit le lendemain de ses actes, sa chaîne YouTube est enfin définitivement supprimée. Mais ce n'est qu'en avril 2021 qu'il est finalement accusé d'homicide involontaire et condamné à seulement 6 ans de prison. Apparemment, cette affaire aurait eu tellement de bruit au niveau national, mais également international, que le gouvernement russe aurait affirmé démarrer une enquête approfondie pour faire fermer tous ces trash streams.
Cette histoire qu'on s'apprête évidemment à vous raconter va vous montrer qu'on ne sait jamais d'où peut venir le danger. Et si vous aimez ce genre d'histoire, vous pouvez prendre 2 secondes pour liker la vidéo et vous abonner, c'est gratuit et ça nous aide vraiment énormément. Mais bref, revenons à nos moutons. C'est une histoire qui revient souvent à l'esprit d'Ibrahim. Il ne l'a raconté qu'à quelques personnes, mais il pense vraiment qu'il mérite sa place dans la catégorie des récits qui font vraiment froid dans le dos. C'est d'ailleurs certainement l'un des moments les plus effrayants qu'il ait jamais vécu. Quand Ibrahim avait environ 10 ans, sa mère a finalement décidé qu'il était temps pour elle de commencer à passer son permis de conduire. Et au début, elle avait vraiment du mal. Pour cette raison, son père a décidé de s'entraîner avec elle en dehors des leçons de conduite officielles avec son instructeur. En soi, c'était juste pour être sûr qu'elle réussirait à l'examen à la première tentative. Et à cette époque, Ibrahim et son petit frère suivaient des cours de natation dans la piscine d'une université. Et derrière une zone boisée près de cette université se trouve un vaste parking pour les étudiants entouré d'arbres qui s'avère être pratiquement vide tous les week-ends. C'est donc le bingo de la tête du père d'Ibrahim qui voit l'occasion en or de faire conduire sa femme ici pendant un moment. Et bien entendu, ce fameux soir, ils ont emmené Ibrahim et son petit frère car ils étaient trop jeunes pour rester seuls à la maison. Anticipant l'ennui à venir, Ibrahim a quand même pris soin de prendre un ballon de foot avec lui au cas où. Bref, la petite famille arrive enfin sur le parking plus tard dans la soirée et les parents d'Ibrahim commencent leur pratique. Comme prévu, Ibrahim et son petit frère se font chier sévère, c'est vraiment barbant à souhait pour eux, et très vite ils demandent innocemment s'ils peuvent aller jouer au foot sur ce petit terrain en herbe situé sur le côté du parking. Et les parents acceptent très vite, puisqu'ils pourront toujours garder un œil sur eux de là où ils se trouvent. Tout contents, les 2 frères s'y dirigent et passent un très bon moment. Et après avoir joué un certain temps, les parents finissent quant à eux de conduire, mais ils se trouvent maintenant à l'autre bout du parking. Et c'est quand même environ 300 ou 400 mètres du terrain où sont Ibrahim et son frère. Soudain, de manière complètement inattendue, une voiture blanche entre dans le parking. Cette dernière se place juste à la sortie, obstruant complètement le passage. Et là, le conducteur baisse ses vitres et se présente comme étant Thomas. Il a l'air plutôt amical et c'est un bel homme jeune d'environ 30 ans. Et vous l'avez compris, c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Parce que sur le siège passager se trouve une femme qui se couvre le visage avec un journal. Mais Ibrahim le voit bien, elle regarde toute la scène. Tout ce qu'il peut constater chez elle, c'est ses longs cheveux blonds. Et sur le siège arrière se trouve simplement un bébé assis dans un siège au dos. Bref, Thomas déclare sans attendre qu'il est de la police et que Ibrahim et son frère doivent monter immédiatement dans la voiture car il devait leur parler. Son petit frère en question, crédule car très jeune, fait 2 pas vers le véhicule, mais Ibrahim sent son instinct protecteur prendre le dessus. Il ne le sent pas du tout, quelque chose sonne faux et il tend son bras devant son frère pour l'empêcher d'avancer. La femme, quant à elle, couvre toujours son visage sans dire un seul mot. Thomas, voyant la réticence d'Ibrahim, commence soudainement à hausser le ton et leur intime cette fois sèchement de monter dans la voiture, sinon il devrait sortir et les chercher lui-même. Le petit frère et Ibrahim sont transis de peur et ils sentent leurs larmes monter aux yeux. Et soudain, la femme baisse doucement le journal, montre son visage et leur dit d'une voix presque maternelle et aussi calme que possible de juste écouter l'homme. Elle avait l'air jeune, jolie et comme une personne qui ne ferait pas de mal à une mouche. À ce moment-là, acculé, Ibrahim tente le tout pour le tout et se met à crier aussi fort que possible pour alerter ses parents. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est que son père courait déjà aussi vite qu'il le pouvait vers eux. Il arrivait derrière le véhicule dont personne ne l'avait vu. Sauf qu'il ne pouvait pas venir en voiture jusqu'à eux car la route était bloquée de son côté. Et bien entendu, quand son père a entendu son cri, il s'est mis à hurler sur l'individu. « Hé, t'es qui toi? N'approche pas de mes enfants !» Alors que le dénommé Thomas entend ça et réalise qu'Ibrahim et son petit frère ne sont pas seuls, il enclenche sans tarder la voiture et part aussi vite qu'il était arrivé. Le père d'Ibrahim arrive enfin à hauteur de ses enfants, soulagé mais furieux. Il dit directement à ses enfants de se dépêcher de revenir à la voiture et à ce moment-là, hors de lui, il ne pense même pas à appeler la police. Il veut lui-même retrouver l'individu et régler ses comptes alors que ses enfants sont en état de choc. Et donc, pendant 1 heure, il va rouler, essayant de le retrouver avant de revenir à la maison
et de finalement appeler la police. Malheureusement, ils n'ont jamais découvert qui étaient ces personnes. Mais cet épisode a appris à Ibrahim à ne jamais juger un livre par sa couverture. Les gens peuvent être les plus sympathiques du monde en apparence et pourtant intimement penser à mal. Ibrahim n'est encore aujourd'hui pas sûr de ce que ces gens leur auraient fait, mais il est certain d'une chose, il n'était absolument pas de la police. Pour cette histoire, nous allons nous rendre aux côtés de Mathieu et de Lucie, en couple depuis pas mal de temps. Et le récit qu'elle nous raconte ce soir se passe le jour de l'anniversaire de son copain. Pour l'occasion, elle a décidé d'organiser une petite randonnée. Bon, il faut le savoir, les deux adorent marcher, et donc une petite randonnée, ça veut quand même dire une bonne marche de 5 heures. Au début, le mood est super cool. Il fait très beau, les deux sont motivés, et donc ils commencent à marcher. Mais très vite, quelque chose se passe. Et le truc qui est hyper étrange avec ce début d'histoire, c'est que cette chose n'est pas un événement en soi. C'est juste que les deux individus qui, de base, ne sont absolument pas superstitieux, ont un mauvais feeling. Ils ne savent pas pourquoi, mais plus ils marchent, plus ils sont anxieux. Et pas parce que la marche leur paraît trop dure ou trop longue, non. En fait, ils ont l'impression qu'ils vont faire une mauvaise rencontre. En fait, pour être tout à fait honnête, c'est surtout Lucie qui ressent ça. Mathieu, lui aussi est nerveux, mais il essaye de rassurer sa copine comme il peut. Après tout, c'est forcément irrationnel, non ? Bon, le couple continue de marcher, et ce pendant une bonne heure. Si vous avez donc bien suivi, il reste 4 heures avant d'arriver à destination. Et à ce moment-là, le décor a bien changé. Ils ont laissé les paysages de montagne pour s'enfoncer peu à peu dans un environnement de forêt. Bon, ça reste très beau, mais l'ambiance est plus angoissante. Et alors qu'ils sont en train de marcher tranquillement, ils voient quelque chose au loin. Cette chose, c'est une cabane. Ok, c'est presque trop gros, Mathieu rationalise, il dit à sa copine qu'il n'y a forcément personne et que tout va bien aller. Mais Lucie n'en est pas si sûre. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un chemin, et donc ils sont un petit peu obligés de passer devant en soi. Plus ils se rapprochent, plus l'ambiance devient pesante. Et écoutez, il faut croire que leur instinct disait vrai. Alors qu'ils dépassent tout juste la cabane, ils entendent le bruit d'une porte qui s'ouvre. Inévitablement, le couple se retourne, et c'est là qu'ils voient l'impensable. Un homme se tient devant eux, nu comme un verre. Pour qu'on arrive à se visualiser l'individu, Lucie nous dit qu'il ressemble au personnage incarné par Tom Hanks dans Seul au monde pour ceux qui ont la ref, sauf que là, il est à poil. Mais à la limite, son apparence et le fait qu'il soit nu ne sont que des détails. Le vrai problème, c'est qu'il porte un couteau dans sa main droite. Le temps semble s'arrêter pendant les quelques secondes où Lucie et Mathieu fixent l'individu qui leur rend leur regard, et alors que le silence devient maintenant absolument pesant, l'homme le brise en se mettant à grogner. Ok, cette fois c'est beaucoup trop, Mathieu attrape le bras de sa copine et tout en la regardant dans les yeux, lui hurle de courir le plus vite possible. En un éclair, le couple se met à courir en pleine forêt alors qu'ils ont l'impression que l'homme les suit. Lucie raconte qu'à ce moment-là, elle s'est littéralement lacéré les jambes. Et après quelques secondes de sprint, il voit heureusement un petit chemin semblant mener à une route. Et donc, il décide de bifurquer et s'arrête une fois de retour sur cette fameuse route de campagne. Et lorsqu'il regarde derrière eux, heureusement, il n'y a plus personne. L'homme n'est plus là. Les deux individus reprennent leur souffle, ils sont complètement sous le choc, ils ne savent pas du tout ce qu'il vient de se passer. Et finalement, ils décident de reprendre leur marche pour terminer au plus vite cette randonnée. Et écoutez, ils ne recroiseront jamais cet individu. En arrivant, ils vont tout de suite au commissariat pour partager leur expérience. Mais même si la police affirme qu'ils vont jeter un œil, Lucie semble très perplexe, n'étant pas sûre du tout qu'ils vont vraiment le faire. Bref, après toute cette histoire, Lucie se rend compte que c'est quand même assez incroyable et qu'ils avaient tout de même ressenti leur mauvais feeling longtemps avant de croiser la route de cet individu chelou. Heureusement, tout s'est bien terminé, mais elle n'arrive pas à s'empêcher de penser à ce qui se serait passé si elle avait croisé la route de cet homme sans son copain. Ok, j'espère que vous êtes prêts. Maintenant qu'on a atteint cette profondeur de notre iceberg de l'horreur, nous allons vous faire écouter 2 enregistrements qui vont vous glacer le sang. Commençons par le premier. Nous nous trouvons actuellement dans la maison d'une femme aux États-Unis. Alors qu'elle est seule avec son bébé, elle entend du bruit à la porte. Mais ce n'est pas un bruit anodin. Elle entend clairement que quelqu'un tente de rentrer chez elle. Tout de suite, elle attrape son téléphone et compose le 911.
Trying to break in my door. What is your address? What's your name, ma'am? Karen, I want you to stay on the telephone. Okay? Okay. Where are you now? I'm at the front door and I'm upstairs in the bedroom. Is there anyone with you? No, just my baby. Karen, are you still there? He's in the house. He broke through the door. He broke in. Karen, are you still there? Shut the bedroom door. Lock it in your hand and come right back to the phone. He's at the door. What? He's at the door. Are you still with me? Tell him you've got the police on the phone. I've got the police on the phone. Who are you? Why are you here? He's in the bedroom with her. I've got the police on the phone. I've got the police on the phone. Why are you here? Why are you here? Why? Karen? On est d'accord avec vous, cet appel est terrifiant, surtout quand on sait que l'homme a réussi à rentrer à la fin de l'appel. On vous prévient, cet appel est absolument horrible. Écoutons par nous-mêmes d'abord. Papa, ma'am. Oh, there's some guy been taking the place out. Oh. Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door, and yes, and said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Mm-hmm. Where is he now, ma'am? I don't have no idea. Malheureusement, c'est absolument tragique parce que Ruth, à l'origine de cet appel, ne s'en sortira malheureusement pas. Cette histoire, on vous prévient, est vraiment très originale. Vous le verrez, son dénouement fait vraiment flipper. C'est Guillaume qui nous la raconte et il faut savoir qu'il a été enquêteur en surveillance pour des réclamations d'assurance, donc principalement des accidents de travail. Et on le voit venir, il y en a qui sont perdus et c'est normal, mais en gros son boulot est de vérifier si les personnes qui prétendaient avoir été blessées au travail et percevaient donc une indemnité étaient effectivement blessées. Et il a exercé ce métier pendant environ 10 ans. Et autant le dire, à étudier un nouveau cas tous les quelques jours pendant 10 ans, vous voyez beaucoup de choses bizarres. Par exemple, un jour, il a vu des trafiquants de drogue en plein centre-ville, littéralement à cheval. Il voit aussi des choses effrayantes, évidemment, dans les mauvais quartiers, etc. Mais sa rencontre la plus effrayante et marquante remonte à environ 20 ans. C'était un cas dans une région plutôt rurale, ce qui, en soi, était toujours difficile. Il arrive à 6h du matin, repère les voitures aux alentours et vérifie les plaques d'immatriculation pour voir si elles correspondent à la personne. Ensuite, c'est la routine, il surveille principalement le véhicule enregistré pour voir s'il part. Et bingo, il repère directement une voiture dans l'allée qui est sans plaque, ce qui en soi est plutôt inhabituel. Mais bon, on lui a fourni également l'âge, la taille, le poids de la personne et dans de rares cas, une photo. Donc là, il sait que la personne qu'il doit surveiller s'agit d'un gars dans la trentaine, de taille et de poids moyen. Bref, le premier jour, la personne est partie avant que Guillaume n'arrive. Et le premier protocole est de frapper à sa porte pour confirmer s'il est chez lui, rien de bien sorcier. C'est assez marrant, mais il prétend généralement être un livreur déguisé avec un accoutrement bon marché. On est d'accord, c'est complètement lunaire. Mais étonnamment, ça marche. Enfin bon, cette fois-là, personne n'était chez lui. Le deuxième jour arrive donc, Guillaume revient à 5h du matin et à sa grande surprise, une deuxième voiture se tient là. Il s'agit d'un camion
également sans plaque. Et cette fois, il voit le type sortir de chez lui vers 5h30. Naturellement, Guillaume se met à le suivre, mais il le voit au comportement de l'homme, il a immédiatement compris qu'il était suivi. Guillaume en déduit donc qu'il n'est pas net et qu'il part très certainement travailler alors qu'il n'a pas le droit. En clair, il en est presque sûr, il s'agit bien là de fraude à l'assurance. Ayant ses premières preuves, il le laisse finalement partir en essayant de rester discret. Mais bon, travail oblige, il revient le 3e jour dans une autre voiture, ce qu'il devait parfois aussi faire. Cette fois, la personne est partie de nouveau tôt et Guillaume l'a suivi avec succès jusqu'à une ferme dans les collines rurales situées à proximité. Et là, les preuves sont claires. Il a littéralement des rushs de lui en train de travailler dur à la ferme pendant plusieurs heures. Mais l'histoire ne fait que commencer. L'homme finit une nouvelle fois par comprendre qu'il est surveillé. Guillaume, un peu paniqué car ne le sentant pas commode, prend la fuite avec sa voiture. Un peu rassuré, il se dit que de toute façon, l'homme ne pouvait pas soudainement quitter son tracteur, courir jusqu'à son camion et le rejoindre. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Soudain, il se trouve sur ses talons, dans son camion, sur des routes de montagne effrayantes. Guillaume est maintenant vraiment flippé et il continue de conduire et par on ne sait quel miracle, il réussit à arriver sur l'autoroute. Mais le gars n'en a pas fini pour autant. Il le suit pendant des kilomètres et Guillaume n'arrive pas à le semer. Un moment, le type se met littéralement à côté de lui et sort son bras en lui faisant signe de s'arrêter de manière très menaçante. Son visage est déterminé et effrayant et il sait clairement que Guillaume a des preuves contre lui qui lui coûteraient cher à plus d'un titre. Ce dernier, ne sachant que faire, appelle le 911 pour signaler un conducteur ivre qui le met en danger. Mais plot twist, on ne savait même pas que c'était possible. On lui dit tout simplement que les agents sont en fin de service et que donc personne ne peut l'aider. Scandalisé et tétanisé à la fois, Guillaume voit au loin un péage et comprend qu'il s'agit de sa dernière chance. Et effectivement, après ce fameux péage, il réussit enfin à le semer, même si Guillaume le voit toujours au loin. Quittant l'autoroute et voyant une station-service, il remarque avec un grand soulagement un policier et lui raconte toute l'histoire. Le policier en question passe un appel et c'est là que termine sa mésaventure. Peu de temps après, il fait le plein dans sa voiture et part en soumettant son rapport. Son job est fait. Il est sûr que l'argent de l'assurance a arrêté d'être versé. Mais ce qui continue de l'effrayer, c'est que l'homme a maintenant sa plaque d'immatriculation. Guillaume a effectivement peur qu'il réussisse à la vérifier d'une manière ou d'une autre et trouver où il habite. Bref, après toute cette histoire, il a commencé à faire des recherches sur cette fameuse personne. Parfois, dans ce domaine très particulier, vous apprenez les moindres des méfaits criminels des gens que vous suivez. Eh bien, tenez-vous prêts, parce que Guillaume a appris que ce gars était en fait un criminel endurci et condamné qui avait déjà été en prison. Il était membre d'un gang et un gros consommateur et dealer de drogue. Apeuré par ces découvertes, Guillaume s'est demandé si la personne allait finir par la retrouver, mais il ne s'est rien passé au cours des années suivantes et il a fini par l'oublier. Et c'est environ 5 ans plus tard, alors qu'il y a eu un autre cas dans cette même région, que Guillaume a repensé à cette affaire. Il l'a donc googlé pour voir ce que les rapports de police révélaient sur lui ces dernières années et il a tout simplement découvert qu'il était en fait décédé. Quelques années auparavant, il avait pris sa petite amie en otage avec un pistolet et avait tué quelqu'un qui essayait de l'aider. Puis lui-même avait été abattu par une autre personne qui tentait d'aider sa victime. Guillaume est resté bouche bée en apprenant toute cette affaire. Et jamais plus il n'oubliera que dans le cadre de son métier, il a côtoyé la mort de très près. Cette histoire, c'est celle de Alicia, une jeune femme de 30 ans. Vous allez voir, sur le papier, elle semble plutôt simple, mais on a vraiment envie d'avoir vos avis en commentaire. Et surtout, c'est encore une fois un rappel très important, il faut toujours fermer sa porte d'entrée à clé. Pour contextualiser un petit peu tout ça, il faut savoir qu'elle vit avec ses parents dans une petite ville où les gens se connaissent depuis toujours. Et en fait, il faut savoir, sa vie a pris un tournant difficile il y a quelques années, lorsqu'elle a divorcé à l'âge de 27 ans, perdant ainsi sa maison dans le processus. Et c'est donc pour ça qu'elle est retournée vivre avec ses parents, essayant de se reconstruire lentement. Bon, ce n'est pas forcément facile, mais Alicia doit donc de nouveau s'adapter à la vie avec ses parents. Chaque semaine, le mardi et le jeudi, sa mère travaille dans un restaurant où elle a passé les 40 dernières années de sa vie.
Et à chaque fois, ces jours-là, elle rentre tard après avoir fait un petit détour par le casino. C'est un peu son rituel qui lui sert d'échappatoire à sa routine. Bon, à ce moment-là, on vous l'avoue, on ne comprend pas vraiment pourquoi, mais ces jours-là, la mère d'Alicia laisse la porte d'entrée de la maison ouverte. Peut-être que c'est une question d'emploi du temps, peut-être qu'ils n'ont pas assez de clés pour chaque habitant de la maison, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais les faits sont là. Bref, maintenant qu'on sait tout ça, passons au récit que Alicia raconte ce soir. Un mardi, alors que la lumière du jour s'efface lentement, Alicia est assise sur le canapé, profitant du calme de la maison. Il faut savoir que celui-ci est placé juste à côté de la porte d'entrée. Et franchement, à ce moment-là, elle est dans un super bon mood. Ses yeux sont fermés, elle profite de la situation jusqu'au moment où elle entend un bruit. Et c'est un son qu'elle connaît par cœur parce qu'elle l'entend depuis qu'elle est toute petite, celui de la porte qui s'ouvre. Au début, elle pense tout naturellement que c'est sa mère qui rentre. Elle jette donc un œil furtif et voit qu'effectivement la porte est entrouverte. On est mardi et comme on vous l'a dit au début, sa mère rentre certainement du casino, mais il y a quelque chose qui cloche. Ce jour-là, il y a vraiment une ambiance particulière dans l'air. Un frisson parcourt l'échine d'Alicia lorsque d'un coup, elle voit une silhouette à travers l'entrebâillement de la porte. Une silhouette qui n'est certainement pas celle de sa mère. Le regard de cette personne croise le sien, puis la porte se referme brutalement. Alicia sent l'adrénaline monter en elle. Est-ce qu'elle s'est trompée? Est-ce que c'était en fait tout simplement sa mère mais elle avait mal vu? Alicia ne peut pas rester dans le doute. Déterminée à le lever, elle décide de marcher doucement vers la porte d'entrée de la maison. Ses jambes tremblent, elle ne sait pas pourquoi mais elle sent que quelque chose ne va pas. Et alors qu'elle est en train de s'approcher de plus en plus, elle entend du bruit. Il y a bel et bien quelqu'un qui est toujours là, derrière la porte. Toujours aussi déterminée à savoir qui est là, Alicia attrape la poignée et c'est là qu'elle entend distinctement des bruits de pas de la personne marcher sur des graviers. Il n'y a maintenant plus aucun doute, il y a bel et bien quelqu'un devant chez elle et cette personne a ouvert la porte avant de la refermer juste après avoir croisé son regard. Sans hésiter, Alicia a un réflexe. Un réflexe qui, on vous l'avoue, existe surtout parce que cette histoire se déroule aux États-Unis. Ne connaissant pas les intentions de cet intrus, Alicia se précipite dans sa chambre et attrape une arme à feu. Le cœur battant à tout rompre, elle retourne à la porte d'entrée, pointant son arme dans l'obscurité de la maison. À ce moment-là, elle est envahie par la peur. Une fois arrivée devant la porte, elle n'ose pas l'ouvrir et donc elle décide de la verrouiller. Pendant ce qui lui semble être une éternité, Alicia reste là, immobile, attendant avec son arme à la main. Chaque bruit est ultra flippant, chaque ombre une menace potentielle, mais déterminée et un petit peu choquée, Alicia reste immobile. Vraiment, elle ne bouge même pas d'un seul poil. Finalement, le bruit familier du moteur de la voiture de sa mère la ramène à la réalité. Un soulagement immense l'envahit lorsqu'elle reconnaît sa mère à travers la fenêtre. D'un geste rapide, Alicia déverrouille la porte et accueille sa mère comme si de rien n'était. Elle prend le soin de cacher son arme ainsi que ses émotions tumultueuses qui venaient de secouer son âme quelques instants auparavant. Et depuis, elle insiste pour que la porte d'entrée soit toujours fermée. Avec du recul, elle n'arrive pas à savoir si sa réaction était disproportionnée ou si ce soir-là, elle avait tout simplement réagi de la bonne manière pour protéger sa famille. Nous, en tout cas, on aimerait beaucoup avoir vos avis en commentaire parce qu'on sera ravis d'en discuter avec vous. Ce récit bien flippant et énigmatique est arrivé à l'une de nos abonnées, très fidèle sur Discord d'ailleurs, dédicace à toi. Lena se souvient très bien de ce qu'il s'est passé, même si les origines de son histoire remontent à une trentaine d'années. C'est une expérience qu'elle n'a jamais pu expliquer et qui continue à la hanter aujourd'hui. Avant de partager cette expérience étrange, elle ressent le besoin de contextualiser les événements et l'environnement dans lequel tout cela s'est produit. Tout a commencé lorsque le père de Lena, alors adolescent âgé de 16 à 17 ans, a décidé de faire quelques incantations au diable. Il décrivait ses rituels littéralement avec ces mots, rien que ça. À l'époque, il habitait chez ses parents, donc les grands-parents de Lena, qui possédaient une grande maison avec un grand jardin. La chambre de son père était à l'étage, accessible en prenant la première porte à droite qui menait à la chambre de sa sœur, donc l'actuelle tante de Lena, puis en continuant dans celle-ci jusqu'à une autre porte qui donnait enfin accès à sa chambre. On le sait et on l'imagine bien, vous êtes actuellement un petit peu perdu dans la géométrie de la maison, mais pas de soucis, Lena, cette grande ouf, nous a fait un petit schéma pour nous y retrouver. Bref, après ces incantations maléfiques qu'il faisait juste pour le fun sans y croire, des événements étranges ont commencé à se produire.
Toute la famille en a été témoin, sans que son père n'ait jamais parlé de ces rituels. Des bruits inexpliqués pendant la journée, comme si quelqu'un frappait aux portes, ou encore des chuchotements. Et encore une fois, tout le monde s'en plaignait, même si personne n'était au courant des activités du père de Lena et que ses grands-parents ne croyaient pas du tout au phénomène surnaturel. Bref, personne n'a jamais eu d'explication et faisant un bond dans le temps de 9 ans. Lena fait désormais partie de ce monde et à 4 ans, sa mère vient d'accoucher de sa sœur et elle séjourne donc à la maternité. Pour faciliter la vie de son père, Lena et lui partent séjourner chez ses grands-parents paternels afin qu'ils puissent s'occuper d'elle notamment. Et Lena et son père dorment dans la même chambre pendant leur séjour. Cette nuit-là, elle se réveille soudainement vers 2 ou 3 heures du matin à cause d'un bruit, puis sent soudainement des mains lui attraper les chevilles et la tirer vers le fond du lit. Mais bon, étonnamment, malgré son jeune âge, Lena n'est pas une enfant peureuse, alors au lieu de paniquer, elle dit simplement à son père ce qu'il se passe. « Papa, on me tire par les pieds. » Elle le répète plusieurs fois jusqu'à ce que ce dernier se réveille. Son père, un peu engourdi, essaie de la rassurer en lui disant que ce n'était rien d'autre qu'un cauchemar. Et Lena, bien que peu rassurée, retourne se coucher sans trop y penser. Et ce qui est drôle, c'est que pendant de nombreuses années, elle a complètement oublié cette nuit. Jusqu'à ce que les souvenirs refassent surface sous forme de cauchemars récurrents lorsqu'elle a environ 17 ans. Vous l'avez compris, elle a le même âge que son père avait lorsqu'il avait fait ses rituels et quasiment tous les soirs, dans ses cauchemars les plus profonds, elle revit la scène encore et encore. Et tout est d'un réalisme saisissant. Mais ce n'est qu'à l'âge de 21 ans que les événements étranges ont repris physiquement cette fois. Lena est alors étudiante en sciences à Nantes et vit seule dans un petit studio de 25 mètres carrés. Une nuit, alors qu'elle a du mal à trouver le sommeil, elle sent à nouveau des mains lui attraper les chevilles et la tirer vers le fond du lit. Elle reconnaît immédiatement ce qui se passe. Le même événement traumatisant refait surface. Prise de panique, elle se débat de toutes ses forces et court vers la lumière, mais en l'allumant, il n'y a évidemment personne. Malgré son raisonnement logique et pragmatique, Lena n'arrive pas à se rendormir après cette expérience perturbante. Et si vous vous demandez, la porte de son studio est bel et bien verrouillée et impossible pour qui que ce soit de passer par l'étroite fenêtre. En clair, elle n'a aucune explication, mais là, c'en est trop. C'est après cette nuit que Lena décide d'en parler à ses parents. Et ce qu'ils lui ont révélé la marque encore aujourd'hui. Ses parents lui racontent quelque chose de troublant. Sa mère avait vécu une expérience similaire dans la même chambre que son père à l'époque où il faisait encore ses incantations. Et pire encore, lorsque sa mère avait senti les mains d'une personne ou d'une entité lui saisir les jambes, elle ne dormait même pas. En y réfléchissant tous ensemble, ils pensent aujourd'hui que quelque chose de surnaturel est intervenu au moment où son père a tenté de contacter l'invisible. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé la moindre explication rationnelle à ces événements. Depuis cette nuit, Lena ne peut s'empêcher de penser à ce qu'il s'est passé. Ses souvenirs la hantent encore de temps en temps, même si elle approche de ses 35 ans. Un détail qui lui revient en mémoire est le malaise qu'elle ressentait lorsqu'elle visitait la chambre de son père chez ses grands-parents. Elle se sentait toujours observée et parfois elle avait les larmes aux yeux sans comprendre pourquoi, avant même de connaître les rituels de son père. Depuis, elle évite cette pièce autant que possible, même lorsqu'elle rend visite à sa grand-mère. Bref, Lena ne sait toujours pas ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là et elle ne le saura probablement jamais. Mais ces événements étranges continuent à la tourmenter et elle ne peut s'empêcher de se demander ce qui en est réellement la cause. Nous voici dans la dernière strate de l'iceberg. Ce qu'on s'apprête à vous raconter peut heurter les âmes les plus sensibles, alors par pitié, si vous estimez que vous en avez déjà trop eu, c'est le moment de quitter la vidéo. Oubliez le watch time et tout le reste, on s'en fout. Le plus important, c'est prendre soin de votre santé mentale. Mais si vous êtes toujours accroché, voici notre dernier sujet de ce soir. Tout le monde sait que si l'on surfe sur le web assez longtemps, on tombe sur des trucs vraiment pas nets. La semaine dernière, on vous parlait d'un site absolument atroce et ce soir, on vous montre que l'horreur est bien plus ancrée que vous ne le pensez. C'est spécialement vrai si vous vous trouvez dans la partie sombre d'Internet. Ce qu'on s'apprête à vous raconter, c'est l'histoire de John.
Pour être honnête, on ne sait pas si tous les détails de son témoignage sont vrais ou non, mais le site dont il parle existe bel et bien et on va en reparler. Cette expérience a absolument traumatisé tous ceux qui ont eu le malheur d'y jeter un œil. Et voici le témoignage de John. J'ai déjà vu pas mal de choses et je n'hésite pas à en parler, mais la chose qui m'a marqué le plus et dont je me souviendrai toujours est un site appelé normalpeople.com. La première chose étrange à propos de ce site est que je ne l'ai pas trouvé en le cherchant. Il m'a été envoyé par email par une personne que je ne connaissais absolument pas. L'email était comme ça. Salut, j'ai trouvé ce site pas mal et je pense que tu devrais jeter un œil. normalpeople.com. Fais passer pour le bien de l'humanité. C'est un mail copié-collé plutôt standard, bien que le lien et la dernière phrase surtout aient vraiment attiré son attention. John avait passé une journée assez ennuyeuse, donc il s'est assuré que son antivirus marchait et il a cliqué sur le lien. Et c'était un site normal, plutôt moche même. Ça donnait l'impression que le créateur se foutait vraiment de donner un look professionnel. L'auteur semblait avoir une connaissance assez limitée de l'anglais et sur la page d'accueil, il y a un texte long, ennuyeux et complètement incohérent dont John ne se souvient pas et dont aucune trace n'est aujourd'hui trouvable. Ce site, qui est vraiment réel, on vous le rappelle, avait un slogan étrange, vous l'aurez remarqué. Du porno normal pour des gens normaux. Un site web apparemment dédié à l'éradication de ce que l'auteur appelle la sexualité anormale. C'est déjà très bizarre. Arrivé à ce stade, j'étais vraiment très curieux de voir ce que les gens normaux avaient sur leur propre site. J'ai donc fait défiler le texte jusqu'en bas et rien. La page ne semblait mener à nulle part ailleurs. Et un peu déçu, j'étais sur le point de partir. Quand d'un coup, je remarque que chaque mot de la seule phrase affichée est en fait un lien en lui-même. J'ai cliqué sur l'un d'entre eux et j'ai été envoyé vers une page blanche avec une très longue liste de liens comme le premier. Après quelques instants à hésiter à le faire, j'ai pensé que je devais essayer au moins 5 minutes juste pour voir si quelque chose arrivait. J'ai donc cliqué sur l'un des liens et j'ai été envoyé à une autre page avec une adresse complètement différente du précédent. Et enfin, au bout du 3e clic et du 3e lien sur lequel j'ai cliqué, le téléchargement d'une vidéo s'afficha. Elle s'appelait peanut.avi. C'était une vidéo de 30 minutes d'un homme, d'une femme et d'un chien dans une cuisine. La femme faisait un sandwich au beurre de cacahuète et l'homme l'a ensuite jeté au chien qui l'a mangé. C'est globalement tout ce qu'il s'est passé pendant les 30 minutes de la vidéo. On sait ce que vous pensez. Quel est le rapport avec des vidéos X ? Et on n'en sait rien. John et plein d'autres utilisateurs ont vu des dizaines de vidéos de ce site et la majorité n'avait aucune activité sexuelle du tout. Mais c'est déjà trop tard. Le créateur du site a déjà attisé la curiosité de John. Après avoir vu peanut.avi, je suis allé sur un certain forum que j'avais l'habitude de fréquenter quand je tombais sur des trucs douteux comme ça. Mais quelqu'un avait déjà fait un topic sur ce sujet, un mec qui avait reçu le même mail que moi. Certaines personnes avaient déjà creusé plus profondément dans ce site et c'est comme ça que j'ai vu d'autres vidéos. La plupart d'entre elles étaient vides de toute action et consistaient en un dialogue entre des personnes et le caméraman dans une chambre vide avec un bureau et quelques chaises. Il n'y avait vraiment rien sur les murs et aucun autre meuble. La chambre entière avait une atmosphère froide et stérile, très difficile à décrire. Les conversations étaient juste des commérages banals sur leur boulot ou des moments embarrassants de leur enfance. Si je les avais vus hors contexte, je n'aurais jamais pu savoir qu'ils avaient un rapport avec le porno. Je vais cependant avouer une chose, les gens qui apparaissaient dans ces vidéos étaient mis en scène pour être très attirants. Bon, jusque-là, que des vidéos dérangeantes, mais pas si terribles au final, non ? Eh ben, c'est dans ce qui vient qu'on commence à reconnaître le caractère vraiment malsain de tout ce site. Encore une fois, ce dont on vous parle est bien réel et a vraiment été posté sur le net. Parmi les vidéos qui ont été retrouvées, quelques-unes ont particulièrement dérangé John et les autres. On va vous donner ici une brève description de ces étranges images, dont certaines sont enfouies dans l'internet le plus profond. LeakedClean.avi. Il s'agit d'une vidéo de 10 minutes filmée en caméra cachée dans laquelle on voit un plombier réparer une machine à laver pendant les 2 premières minutes. Une fois que c'est fait, le plombier parle brièvement au locataire puis quitte la pièce. Le locataire vérifie que le plombier n'est plus là et soudain, il se met à lécher tout le dessus de la machine à laver.
Ça continue pendant plus de 7 minutes et c'est franchement dégueu et ultra dérangeant. Jimbo.avi. C'est une vidéo de 5 minutes mettant en scène un mime jouant la comédie. Il a l'air plutôt ludique, notamment le moment où il fait semblant de s'asseoir sur une chaise et de faire comme si elle se cassait sous son poids. Mais les 30 dernières secondes de la vidéo, la caméra coupe brièvement et revient sur l'homme, sanglotant silencieusement, toujours avec son maquillage de mime, peut-être une sorte de fétichisme. Diana.avi. Cette fois, on a une vidéo de 4 minutes dans laquelle le caméraman parle à une femme dans une chambre. Cette pièce ressemble à tout ce que vous pouvez trouver dans la maison d'une personne normale. L'endroit exact où le caméraman se trouve n'est jamais indiqué. La femme se met à jouer du violon, mais elle reste distraite par quelque chose. Si vous regardez attentivement le miroir en arrière-plan, vous pouvez voir un homme avec un masque de poulet en train de se masturber. Tonguetied.avi. Une vidéo de 10 minutes. Les 5 premières minutes montrent une vieille femme embrassant un mannequin. La vidéo coupe comme dans Jimbo et revient sur un groupe de mannequins rassemblés en cercle autour de la caméra. La lumière est grisée et la vieille femme a disparu. À partir de là, il n'y a plus de son. Impossible d'en savoir plus, la vidéo coupe net. Stumps.avi. Cette vidéo est vraiment horrible. Elle dure 5 minutes et l'on voit un homme sans jambes essayer de faire du breakdance dans une pièce qui ressemble à la cuisine de Peanut.avi, mais en beaucoup plus sale. Il y a une radio qui émet une musique en fond qui s'arrête brusquement en même temps que l'homme. Il se met à respirer fort et implore quelqu'un en dehors du champ de le laisser se reposer. On entend cette personne devenir extrêmement colérique et se met à lui crier dessus de continuer à danser, ce que l'homme fait. La personne en dehors du cadre continue à crier jusqu'à ce que la vidéo s'arrête brusquement. Privacy.avi. Dans cette vidéo, on reconnaît la même femme que dans Diana.avi. Elle est sur un matelas en train de se masturber pendant qu'un homme marche sur les mains en portant une sorte de masque de gobelin. La porte de cette pièce était fermée dans les autres vidéos, mais cette fois, elle est ouverte. Toute la scène est très sombre, il y a très peu de lumière. Vers la fin de la vidéo, on peut voir un animal non identifié courir rapidement dans le couloir sombre. Et enfin, la dernière vidéo découverte, Useless.avi. Cette fois, on entre sans cri et gare dans une violence des plus abjectes. Dans cette vidéo de 18 minutes, une femme blonde d'une des vidéos précédentes est attachée à un matelas dans une salle qu'on a déjà vue. Elle semble essayer de crier, mais sa bouche est recouverte par un ruban adhésif. Après 7 minutes, un homme portant un pull noir et un masque ouvre la porte, mais n'entre pas. Il la tient en fait ouverte pour faire entrer l'animal qui courait dans le couloir dans la vidéo précédente. On peut voir que c'est un chimpanzé adulte avec le corps rasé et peint complètement en rouge. Il semble avoir été affamé et battu avec plusieurs blessures sur ses épaules et son dos. La femme paraît terrifiée. Et quand le singe entre dans la chambre, l'homme referme la porte derrière eux. Le chimpanzé se met alors à renifler l'air pendant un moment, comme s'il était aveugle, et remarque la jeune femme attachée au lit. Il entre soudainement dans une énorme colère et se met à la frapper. Et il la bat très violemment. L'assaut dure environ 7 minutes jusqu'à ce que la femme décède gisant sur le lit. Et tout ce qu'on voit pendant les 4 dernières minutes de la vidéo, c'est le singe en train de manger sa chair. Lorsque John et les gens ayant vu ces images reviennent le lendemain, tous les liens ont été supprimés. John a essayé d'envoyer des emails au gars qui lui avait envoyé des URL, mais il n'a reçu en retour qu'un silence radio. Plusieurs fois, il a essayé de parler de ce site dans différents forums, mais chaque fois, la violence de ses propos lui ont valu d'être banni, et le site lui-même a été supprimé 3 jours après la découverte de Useless.avi. Mais ce court temps d'existence a été suffisant pour que certaines des personnes en fassent des copies. Certaines de ces copies seraient encore présentes sur le net, mais personne n'en est sûr. Tout ce qu'on a, ce sont les images qu'on vous a montrées, dont certaines représentent les vidéos entières. Mais dans les cas les plus extrêmes, comme Useless.avi, on n'a que des images incomplètes de la scène, et c'est peut-être pour le mieux. Aujourd'hui pourtant, on a les preuves que normalporn4normalpeople.com a bel et bien existé, et le mystère sur son créateur reste entier. Mais une personne connue sous le pseudo de Cosby Daf
aurait prétendu être à l'origine du site. Il aurait d'après lui créé tout ça parce qu'il s'ennuyait et tout ne serait que mise en scène. Pourtant, c'est très difficile de confirmer ces théories parce que tout le monde peut se faire passer pour l'auteur, surtout lorsque les médias sont enfouis au plus profond de l'iceberg. Aujourd'hui en tout cas, il est très difficile, voire impossible de retrouver useless.avi en entier. Et en même temps, c'est pas plus mal. Les personnes ayant visionné ces images n'en ont retiré rien de bon et c'est tout à fait normal. Certains sites, certaines pratiques et certains fétiches ont des origines obscures. Et même enterrées dans les strates les plus profondes d'Internet, elles continuent de laisser leur marque dans l'esprit de ceux qui en fait le clic de trop.